Aujourd'hui, témoignage d'une collaboration entre un réalisateur et un visionnaire. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, c'est le 3e épisode de notre série sur le binôme visionnaire-réalisateur. Je suis avec Adélie. Salut Adélie. Salut Cédric. Donc Adélie, c'est mon bras droit chez Outils du Manager, c'est ma réalisatrice. Et on a eu pas mal de curieux qui nous ont demandé mais comment ça se passe chez Outils du Manager, comment justement se passe ce binôme. Et donc c'était justement l'occasion de faire un petit témoignage. Mais avant ça, en off, je racontais à Adélie que c'est assez amusant d'ailleurs, c'est une coïncidence absolue. Mais la semaine dernière, j'ai un ami qui a donné mes coordonnées à une ex-entrepreneuse, je ne sais pas si on dit entrepreneuse, mais une ex-chef d'entreprise qui avait créé son entreprise vraiment très jeune, je crois à l'âge de un peu plus de 20 ans, et qui l'a revendue 15 ans plus tard en faisant un très très beau, très très belle revente. Et aujourd'hui, cette personne a 40 ans et elle contacte différentes personnes pour me dire, j'aimerais bien retrouver une entreprise, j'aimerais bien retrouver ma vie d'entrepreneur, mais surtout pas dans les conditions que j'avais juste avant, puisqu'elle a payé très très cher, on va le dire comme ça, au niveau vie privée, sa vie d'entrepreneur à l'époque. Elle n'est pas du tout prête à faire les mêmes sacrifices. Et donc, on discutait, elle m'expliquait que sa boîte, c'était une boîte qui faisait 6 millions de chiffre d'affaires, 12 personnes, et puis, qu'elle était au four et au moulin, comme souvent dans ces tailles d'entreprise. Et en revanche, elle l'a très, 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 très bien vendu. Donc, je lui disais, mais à l'époque, pourquoi est-ce que t'as pas pris un bras droit? Parce que, justement, tu aurais eu quelqu'un qui s'occupait. Vous auriez partagé les rôles et tu aurais pris quelqu'un qui s'occupait vraiment du quotidien de la boîte, peut-être que tu aurais réussi à préserver le reste de ta vie personnelle, comme tu veux le faire maintenant, puisque aujourd'hui, en fait, elle a des enfants à charge, etc. Elle n'est pas du tout prête à faire les mêmes sacrifices. Et elle me répond, parce que elle est dans mon secteur, dans le secteur où j'étais, parce qu'en fait, elle avait plutôt pensé prendre un directeur général à l'époque, pas vraiment le poste tel qu'on le conçoit de réalisateur, mais un poste encore plus large, je dirais, au niveau responsabilité. Et ça aurait coûté 120 000 € à la société. Donc je lui dis, donc la société pouvait pas se le permettre. Elle me fait, si, ma boîte était super rentable, on faisait 1,2 million d'EBITDA par an. Donc évidemment pas au début, mais au moment où elle était vendue. Donc je lui dis, 1,2 million moins 120 000, il reste quand même un bel EBITDA. Je dis, pourquoi tu l'as pas fait? Peut-être parce que tu avais peur de vendre ta boîte pas assez cher. Et en fait, elle me dit, oui, mais en réalité, je l'ai quand même vendu pas beaucoup plus cher que s'il y avait eu un directeur, parce que quand ils ont fait l'audit d'acquisition, ils se sont rendus compte que c'était moi qui étais aux commandes d'à peu près tout, et donc le multiple, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise, qui était basée sur son EBITDA multiplié par un chiffre, il a été quasiment, pas la moitié, mais vraiment très faible par rapport à ce que j'attendais et à ce que j'aurais eu si j'avais davantage structuré ma boîte, s'il y avait eu un bras droit. Et donc, j'ai trouvé que cette anecdote, elle était intéressante parce qu'elle correspond un petit peu quand on me dit, mais est-ce que je peux me permettre d'avoir un bras droit? Est-ce qu'il faut être très rentable pour avoir un bras droit? Et est-ce qu'un bras droit, ça va pas me coûter de l'argent? Oui, ça va coûter de l'argent, mais je dis, tu vas récupérer énormément au niveau de ta vie personnelle. Tu vas récupérer beaucoup de temps pour développer ta boîte. Je pense que sa boîte, elle se serait développée encore plus si elle avait eu un bras droit efficace, parce que c'est quelqu'un qui est très dans le développement. Mais en plus, je ne crois pas du tout que ça aurait baissé la valeur de la boîte à terme. Au contraire, je pense que, en tout cas, son multiple aurait été plus important. Et puis, elle aurait eu plus de propositions. Moi, quand je cherche une boîte à racheter aujourd'hui, j'en ai racheté une il y a 2 ans, je cherche une boîte qui n'est pas dépendante de son dirigeant, parce que je sais comment ça se passe quand on enlève le dirigeant d'une boîte qui en est dépendante. Il y a beaucoup de temps à passer, de réinvestissement à faire pour à nouveau libérer cette boîte. Donc voilà, je pense que c'était une anecdote intéressante.
Complètement. Et tu vois, dans une moindre mesure, moi j'ai entrepris aussi avec mon mari précédemment, hein, avant ODM. Et en fait, on avait une première entreprise ensemble qui, justement, au niveau vie privée, était extrêmement prenante, etc. Et on avait lancé une deuxième entreprise en parallèle qu'on a voulu complètement différente pour, en fait, justement l'avenir. On commençait à avoir nos enfants, etc. Et donc, en fait, moi, mon obsession dès le départ, c'était de me dire, il faut que cette entreprise, on puisse la vendre. Parce qu'en fait, notre première entreprise, on a dû déposer le bilan. Au final, on a été obligé pour pouvoir cesser l'activité. Et puisque l'autre prenait de l'ampleur. Et en fait, il se trouve à la fin que cette entreprise, alors moi j'étais vraiment obsédée process, mon mari très développement, donc au final, sans le savoir, c'était un peu ce duo qu'on avait créé, hein, vraiment dirigeant bras droit, et où j'ai vraiment processisé l'entreprise. Et en fait, quand on l'a vendue, on l'a vendue extrêmement rapidement et surtout, on a choisi le vendeur parmi, je crois, 5 propositions, hein, ce qui est quand même pas mal. Et en fait, moi j'ai été vraiment surprise. C'était dans l'agroalimentaire, une petite boîte agroalimentaire. Et donc, justement, nous, on s'était préparé ce qu'on voulait vendre pour un projet familial où il fallait, où on quittait la France. Et donc, on voulait vendre et on nous avait dit, prévoyez quand même bien un an avant parce qu'il faut que pendant un an, vous puissiez intégrer le nouveau pour lui montrer comment ça se passe, passer les savoir-faire, etc. Passer aussi le portefeuille client et tout ça. Et en fait, ça n'a pas été du tout le cas. Ça s'est fait très, très rapidement parce que on a même d'ailleurs revendu à un duo aussi, mais au final, en fait, on leur a vendu avec toute la documentation, tout le fonctionnement de l'entreprise écrit, en fait. Donc, tout le fichier client était très clair, tout était vraiment, les process étaient écrits, etc. Et donc, en fait, il y a eu une passation, je me souviens plus là maintenant, mais de quelques semaines, ça a été vraiment ultra rapide. Et nous, on a même quitté la France derrière. Donc, en fait, voilà, ça s'est fait très bien, mais ça n'aurait pas pu se faire sans cet état d'esprit en fait de construction d'entreprise. Donc c'est rigolo quand même. C'est aussi intéressant ce que tu dis au niveau de la sortie. Alors, c'est pas forcément le truc auquel on a envie de penser tout de suite là maintenant quand on a une société, mais néanmoins, moi mon expérience, c'est que parce que avant d'être chef d'entreprise, j'ai été aussi salarié et un de mes jobs, c'était de faire les audits post-acquisition, c'est-à-dire le groupe pour lequel je travaillais acheter des entreprises à l'étranger et moi j'allais faire l'audit post-acquisition, je mettais en place les process, etc. Et donc j'arrivais dans la période qu'on appelle, je crois que ça s'appelle earn-out en anglais, c'est-à-dire la période où le dirigeant est encore dans la boîte et il transmet. Et c'est pas une période agréable pour un dirigeant. Ah non, c'est très très difficile. Moi, à chaque fois ça a été mon expérience, ça s'est toujours plutôt mal passé, sauf une fois. Et en fait, la fois où ça s'est bien passé, c'est justement une fois où, en réalité, il y avait un bras droit qui a directement pris le relais avec le nouveau propriétaire. Et franchement, tout le monde était content. C'est-à-dire que les trois étaient contents. C'est-à-dire que le dirigeant, l'ex-dirigeant, il était content de sortir parce que de toute façon, il avait vendu et qu'il voulait partir faire autre chose. L'acquéreur, c'est-à-dire la société que je représentais, était contente parce qu'elle se retrouvait avec quelqu'un qui avait vraiment toutes les manettes opérationnelles, mais qui n'était pas encombré entre guillemets, par la vision, mais non, on fait pas les choses comme ça, oui, mais j'ai une relation intuitive personnelle avec etc., etc. Non, c'était vraiment quelqu'un un vrai bras droit, c'est-à-dire vraiment quelqu'un dans l'opérationnel, très bon en exécution, en processisation, en management, etc. Donc, il tenait aussi les équipes, etc. Et puis, le bras droit aussi était content parce que finalement, nous, notre objectif, la boîte que je représentais, quand on a racheté des boîtes, c'était les développer encore plus en s'appuyant sur les synergies du groupe, etc. Et ça, le bras droit en question, ça l'excitait complètement aussi. Donc voilà, c'est mon expérience. Et je te disais, moi, maintenant, quand je rachète des boîtes, pour l'instant, je vais peut-être un peu calmer le jeu, mais j'essaye de racheter des boîtes où justement ça, c'est possible. Parce que sinon, c'est vraiment du pile ou face, quoi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été sollicité, il y a quelques années maintenant, j'ai été sollicité pour racheter une boîte en Hollande et en Belgique. Superbe boîte sur le papier, très connue dans le milieu où je perds, le dirigeant excellent, la rentabilité incroyable, sauf que absolument tout dans la boutique dépendait de cette personne-là. Et moi, je me suis dit, non, j'ai pas envie de passer du temps avec lui, j'ai pas envie de prendre un an pour qu'il me transmette tout, etc., etc. Et j'ai dit non.
Parce qu'en fait, je me suis dit, si ça se passe mal, s'il lui arrive quelque chose, ou si tout d'un coup, il me claque la porte, parce qu'en réalité, c'est ce qui peut arriver, c'est-à-dire que tu peux t'en aller au milieu de la... Ouais. Enfin, il y a des dégâts, hein. En général, il y a un bout de ton entreprise, enfin, il y a un montant que tu n'auras Ah bah, jamais. c'est sûr, ouais, c'est sûr. Voilà. Mais si tu fais ça, en plus, tu condamnes un peu ta boîte. Donc, voilà, il y a plein d'avantages. On en a cité plein la dernière fois. Il y a plein d'avantages à mettre en place ce duo, et y compris en termes de valo d'entreprise. Et tu l'as Qu'elle soit petite ou grande, du coup. On a deux exemples carrément. complètement différents et c'est pas une question de taille, effectivement. Hein. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, la personne avec qui j'ai discuté, elle me disait, moi, tel domaine, j'ai pas du tout. Elle m'a donné un exemple. Je sais plus ce que c'était. Je crois le bâtiment ou quelque chose comme ça. Elle dit, ah oui, non, moi, par exemple, je veux surtout pas. Elle me donnait des exemples de boîtes qu'elle pouvait pas reprendre. Une boîte dans le bâtiment, je veux pas. Je dis, bah pourquoi? Ah bah parce que dans une boîte du bâtiment, le dirigeant, c'est lui qui fait tout, patati patata. Mais je dis, mais non, pas forcément. Ça dépend. Moi, en l'occurrence, j'en connais une où c'est un binôme et ça marche très très bien. Donc, pas forcément, quoi. Pas forcément. Voilà, c'était un petit préambule un petit peu long, mais je trouvais que c'était une coïncidence assez marrante. Et finalement, voilà, on a beaucoup de préjugés, d'a priori par rapport à ça quand on se pose la question. Mais voilà, mon idée, c'est quand même donner un maximum de témoignages pour dire que on croit que ça coûte cher un bras droit, et finalement, non, ça fait gagner de l'argent. Peut-être pas tout de suite, mais ça fait gagner de l'argent au bout de quelques mois, au bout de quelques années, et à la revente de l'entreprise. Donc et puis aussi en termes d'équilibre et de santé pour le dirigeant. Voilà. Oui, aussi. Ce qui n'est pas négligeable, hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, comment on fait? Vas-y, alors, écoute. Déjà, moi, je peux te poser une question déjà, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. C'est pourquoi et quand est-ce que tu as décidé de recruter un bras droit pour Outils du Manager? Et puis, c'est quoi ta vision, toi, du rôle de dirigeant? En tout cas, que tu voulais avoir justement pour ODM. Ok. Alors, juste, comme toute entreprise, ODM, c'est un cas particulier. Ce que je vais dire là, ça s'applique pas forcément à mes autres entreprises. Je pourrais faire des parallèles si tu veux, mais là en l'occurrence, on voulait un petit peu faire un chassé-croisé de nos ressentis, de notre collaboration. Oui. Donc moi, quand j'ai commencé Outils du Manager, je rappelle que c'était un hobby. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'étais déjà chef d'entreprise. Je dirigeais à l'époque déjà 2 entreprises, je crois. Et j'ai eu envie de partager mon expérience en faisant un podcast. C'était, je crois, en 2009. Donc c'était un hobby au début, donc voilà, c'était une activité même qui rapportait presque rien. Je faisais un peu d'intervention en entreprise, mais c'est tout. À cette époque-là, j'ai pas du tout envisagé de prendre un bras droit, puisque c'était pas vraiment une activité économique. Et puis c'est devenu un petit business. Et au début, comme souvent quand on crée un business, je pense, les premiers business que j'ai créés, tous mes autres business, c'est des business que j'ai rachetés, on est assez content de tout faire. Parce qu'on veut faire son truc à soi, etc. Et surtout, c'était pas, entre guillemets, mon activité économique principale, j'avais d'autres sociétés. Mais ce que ça a fait, je le mentionne parce que c'est que ce petit business, il a commencé à prendre beaucoup de place, j'ai commencé à être beaucoup sollicité, à devoir aller faire beaucoup de conférences, etc., ce qui n'était pas forcément mon but au départ. Mais du coup, pardon, dans mes autres business, j'étais obligé de déléguer. Donc, je dirais qu'il y a eu une espèce de cercle vertueux. Et dans mes autres business, j'ai donné de plus en plus de responsabilités aux gens. Et puis, ce business, Outils du Manager, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai commencé à ressentir de la lassitude. C'est-à-dire que, en plus, au début, j'avais une croissance, je me posais 0 question, je multipliais le chiffre d'affaires par 2 tous les ans. C'était pas un gros chiffre d'affaires, mais à force de le multiplier par 2, c'est devenu un chiffre d'affaires assez conséquent. Et avec ce développement de mon chiffre d'affaires, j'ai eu aussi des obligations qui sont allées en augmentant. Et j'avais réussi à pas avoir trop d'obligations vis-à-vis des clients, puisque j'ai assez vite vraiment limité les conférences, etc. Et j'ai transformé ça en vente de formation en ligne, ce qu'on fait actuellement. Mais quand même, il fallait monter les vidéos, fallait faire des pages de présentation, fallait que je réponde à toutes les questions, même quand c'était les mêmes questions qui revenaient 3 fois d'affilée. Et du coup, en fait, je créais de moins en moins. Et et aussi j'avais de moins en moins l'occasion de me documenter, de lire, de lire des bouquins de psycho, de faire toutes ces choses-là.
Et du coup, je sentais un peu de la lassitude. Et tout d'un coup, le truc qui était vraiment fun, ça commençait à devenir un peu pesant. J'étais encore très passionné par ce que je faisais, mais en fait, ça bloquait, quoi. C'est-à-dire que je me disais, mais il y a un moment, je vais plus faire que le montage de vidéos, les pages de vente, les machins, les trucs, puis je vais plus rien créer. Je vais un peu perdre ma flamme, quoi. Je sentais que ça devenait comme ça. Et puis, j'avais tout fait moi-même, toutes les automatisations. Tu sais, si tu t'abonnes à telle formation, alors tu reçois tel mail, etc. Ça commençait à devenir un truc très, très complexe. Moi-même, je m'y perdais. Et puis, le dernier truc aussi, c'est que ça empiétait un peu trop sur ma vie privée en termes de temps passé, mais aussi de stress. C'est-à-dire que même quand j'étais pas en train de travailler sur Outils du Manager ou une autre de mes sociétés, la partie Outils du Manager, elle venait me déranger parce que le serveur plantait, parce que le lancement, mes automatisations plantaient, etc., etc. Et donc finalement, bon, ça devenait un peu le truc. Je me disais bon, j'ai pas fait ça pour ça. Et à un moment, je me suis arrêté. En fait, j'étais à la croisée de deux chemins. Je me suis dit bah, soit tu diminues l'activité, c'est-à-dire, bah, ça devient, voilà, ça reste au niveau où c'est, t'enlèves tous tes automatismes, tu baisses un peu le chiffre d'affaires, ça reste un truc, un peu un hobby, on va dire, un hobby lucratif, mais un hobby quand même, ou soit, il faut structurer, et c'est ça qui va relibérer ma créativité. C'est-à-dire que là, il y a eu un moment, je me souviens très bien, je me suis dit, bon, soit ça, soit ça. Et vraiment, j'aurais pu faire l'un ou l'autre, mais j'ai choisi, non, je me suis dit, bah non, je vais essayer à la fois de continuer à être créatif. En fait, ce que je me suis dit, je veux continuer à faire ce qui me plaît, mais je veux plus avoir tout ce qui me plaît moins et qui est pas vraiment ma zone on dit la zone de génie. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que je me repositionne dans ce qui me plaît vraiment. Mais un business, il n'y a pas que des choses qui te plaisent. Ou alors, c'est pas un vrai business. Et donc, je me suis dit, comment je peux faire pour toutes ces choses-là, ne plus avoir à les faire. Et donc, j'ai commencé, avant de penser à un bras droit, c'est marrant, ça m'est pas venu tout de suite, je me suis dit, bah, je vais prendre un assistant exécutif, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire qui va en fait, en gros, faire toutes les routines que je faisais moi, un responsable sur la partie technique, enfin voilà, des prestataires à droite à gauche. Et en fait, évidemment, ça m'a libéré un peu, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, les sujets à résoudre, c'est quand même moi qui devais les résoudre. Et même si je gagnais en termes de temps, puisque c'est plus moi qui faisais certaines choses, je gagnais pas du tout en termes d'énergie et en termes, parce que tu dois prendre toutes les décisions, il faut en discuter, etc. Et en termes d'espace mental. Et c'est là que je me suis dit, bah, c'est pas ça qu'il me faut en fait. Il me faut carrément, comme pour mes autres boîtes en fait, quelqu'un qui gère le quotidien. Et je pourrais, et dans mes autres boîtes, c'est comme ça que j'évalue mes bras droits. Hein. Finalement, évaluer un bras droit, il y a une manière qui est assez simple, c'est de dire combien de fois par semaine, par mois, par jour, je suis dérangé, entre guillemets, par le quotidien de l'entreprise. À chaque fois que ça arrive, ça veut dire « Ah, tiens, mon bras droit, il pourrait s'améliorer parce que le problème est remonté jusqu'à moi. » Première chose. Et en même temps, en étant informé. C'est-à-dire que oui, mais je veux quand même ça. Parce que s'il me dérange jamais, mais que l'entreprise, elle crache, ça va pas non plus. Donc voilà, je me suis dit, il faut qu'on trouve le juste équilibre. Voilà un petit peu. Alors après, tu m'as demandé quel était le rôle du dirigeant. Bah, en fait, ce que toi, tu voulais. Moi, ce que je voulais sur cette entreprise-là, mais encore une fois, c'est pas le cas sur toutes mes autres entreprises. Je voulais évidemment rester le visionnaire. Ça, c'est le cas sur toutes mes entreprises. C'est quoi être visionnaire? Ça veut dire je veux participer ou provoquer les grands changements dans la boîte qui me paraissent nécessaires. Visionnaire, ça ne veut pas dire forcément que j'ai une vision à 3 ans, une vision à 10 ans, mais je détermine un cap. Mais ce cap, il peut être réévalué en fonction de ce qui se passe. Et s'il y a des décisions
grandes décisions qu'il faut prendre parce qu'on s'est trop éloigné de ce cap ou il faut changer le cap, etc. Ça, j'ai vraiment envie d'être partie prenante là-dedans. Ensuite, la deuxième chose qui est importante pour moi dans le rôle de dirigeant, c'est comment les gens travaillent dans la boîte. Pas dans le sens en détail, mais quel est l'état d'esprit, quelle est la culture, quelles sont les valeurs de la boîte. Ça aussi, je me suis dit, et pour toutes mes boîtes, je veux le garder. D'ailleurs, il y a certaines boîtes où je suis pas très satisfait de ce truc-là et je pense que j'ai envie qu'on le travaille encore. Tu peux avoir une boîte où tu es très satisfait des résultats, les clients sont contents, mais à l'intérieur de la boîte, il y a des petites choses qui te dérangent encore, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est ces deux grands axes-là. C'est tu es la personne qui veille à la direction, c'est-à-dire dans quelle direction va l'entreprise, et tu es le garant de la culture à l'intérieur de l'entreprise. Mais ce sont des rôles en hauteur, tout ça. C'est-à-dire que c'est pas toi qui va aller tous les jours faire en sorte que ça se fasse. Ça, c'est ton bras droit. Hein, je dis ça pour dire, voilà, moi je le situe à ce niveau-là. Et pour outil du manager, il y a quelque chose d'autre que j'ai pas forcément dans mes autres boîtes, qui est, je voulais garder au maximum tout ce qui est création, en particulier des formations. À un moment, je me suis dit, peut-être pas forcément les mails privés, ça on va peut-être en reparler après, parce que ça fait partie un peu des hésitations qu'on a eues, etc. Mais en tout cas, le contenu, je me suis toujours dit, le contenu de formation, c'est-à-dire ce qu'on propose à notre communauté et le genre de communauté qu'on a, je veux aussi être aussi le garant de ça, voire même être la cheville ouvrière encore dans ce domaine-là, tu vois. Ce qui est pas du tout le cas dans mes autres entreprises. Dans mes autres entreprises, je n'ai aucun rôle à ce niveau-là. J'accompagne, etc. Mais je suis pas un contributeur dans mes autres entreprises. Oui, alors que là, tu es contributeur à proprement parler. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que j'occupe dans l'organigramme le rôle du visionnaire et j'ai aussi une case dans la production, on pourrait appeler ça la production. Mais ça, c'est pas obligatoire. Mais c'est notre cas aujourd'hui. Hein. Voilà. Ok. Et alors, si on peut être plus concret dans le duo qui nous concerne, on m'a posé la question aussi, c'est concrètement, comment est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble et comment tu m'as recruté concrètement au poste de bras droit. Donc, si tu veux donner ta version de l'histoire. Ouais. Alors, les définitions, elles étaient très simples à formuler. Je vais le faire en vitesse. Après, c'est plus compliqué à trouver ensuite un bras droit. Mais en gros, on a des rôles très opposés. Hein. Moi, j'ai parlé de mon rôle, donc créer, inventer, développer, inspirer. En gros, c'est ça, hein, un visionnaire. Et le bras droit, lui, il est plutôt dans structurer, résoudre, faire marcher les choses, optimiser les process, simplifier les process, coordonner les différentes ressources et manager l'équipe, que ce soit une équipe de salariés ou une équipe de freelance. Donc voilà, déjà, on a des rôles très opposés et donc nos profils sont différents. Ça, moi, je savais déjà que je voulais pas un deuxième Cédric Watine. J'aurais pas du tout eu envie de ça et ni besoin de ça d'ailleurs. Et on a aussi des ambitions qui sont différentes en termes de vie personnelle, mais aussi en termes de place qu'on occupe à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que ce sera important qu'on en parle parce que je pense que les chefs d'entreprise n'ont aucun mal à imaginer quel genre d'ambition on peut avoir en tant que chef d'entreprise. Par contre, ils ont toujours beaucoup de mal à imaginer que leur bras droit n'ait pas les mêmes ambitions. Et en fait, il faut qu'il n'ait pas les mêmes ambitions. Et donc voilà, ça c'était la partie, je dirais, conceptuelle, mais après, il fallait aussi qu'on se rejoigne sur d'autres points. Le premier point, c'était le projet d'entreprise, parce que la vision que j'élabore pour outil du manager, il fallait que mon bras droit s'y retrouve, puis surtout qu'il comprenne qu'il ait un peu la culture de ce milieu-là. Ça aurait été embêtant d'avoir un bras droit qui soit pas d'accord sur ma manière de manager, par exemple. Et puis les valeurs et la culture. C'était ça. Alors, après, l'histoire. Comment on s'est rencontrés concrètement ? Toi, tu étais
Moi, j'étais tu auditrice consommais, on et, va dire. Voilà, auditrice, puis tu et élève. avais fait quelques formations et tu avais beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça. Et à l'époque, toi, tu étais chef d'entreprise de ton entreprise individuelle où tu faisais Mm, du coaching de dirigeants mm, et tu t'appuyais. Alors, je me souviens plus comment on est entré en contact, mais en tout cas, on est entré en contact avant que je décide d'être bras droit, de trouver un bras droit, mm, euh, parce que ça commençait un peu à devenir compliqué pour moi de gérer les forums. Et mm, aussi, j'avais pas mal de demandes de coaching, de gens qui disaient ouais, mais moi j'aimerais bien c'est super les formations, mais moi j'ai besoin d'être accompagné, etc., etc. Et le coaching, c'était vraiment un domaine où j'avais pas envie d'aller parce que toujours, moi j'ai mon projet d'entreprise en tête. Mon projet d'entreprise, c'était de toucher plus de monde d'une manière la plus efficace possible. Et le mm. coaching, évidemment, c'est super parce que c'est encore plus qualitatif, etc. Mais ça m'aurait pris du temps parce qu'en fait, quand tu fais un coaching en face-to-face, bah, le temps client et ton temps client, c'est le même. Et tu peux, en général, pas coacher beaucoup de personnes en même temps. Et donc, ça m'aurait freiné dans mon projet d'entreprise. Et puis en plus, j'avais pas de temps puisque je gérais d'autres entreprises. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est que je t'ai demandé si ça t'intéressait de faire du coaching pour les dirigeants. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que tu avais été chef de projet, que tu avais déjà une expérience de direction, de binôme en direction, etc. Donc au moment où je me suis dit, bon, maintenant, ça y est, il me faut un bras droit, etc., je t'ai incluse dans les candidats, en fait. Hein. C'est-à-dire Mm. que j'avais consulté d'autres personnes, etc. Et puis on a fait un test. J'étais assez sûr de mon coup. À force, hein, Ouais. on reconnaît quelqu'un qui a ce potentiel. Et, et en fait, je me souviens même de ton interrogation, c'était aussi au niveau management. Tu disais, ouais, chef de projet, ok, j'ai déjà fait. Coach, oui. Alors, il n'y a pas besoin d'être coach pour être bras droit. Mm. Et puis, il y avait aussi la question, mais ça, je te pose déjà la question, j'aimerais bien que tu y répondes. Tu as quand même Mm. dû franchir un cap qui était de passer du rôle d'indépendante Mm. à un rôle de bras droit, ce qui n'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, bah, tu t'es retrouvé quand même à travailler pour quelqu'un, ce qui n'était pas le cas avant. Mm. Avant, tu travaillais pour toi-même. Voilà comment ça s'est passé. Et puis, effectivement, quand on a reçu le résultat du test Colby qu'on avait fait, ça correspondait parfaitement. Voilà. Moi ça aurait pu se passer sans qu'on fasse le test. Avec les différents entretiens qu'on avait fait, j'étais déjà convaincu que ça allait fonctionner. J'étais moins sûr au niveau de la réorganisation de ta vie personnelle, etc. Parce que ça, c'est moins mon... Bien Voilà, sûr. c'est ta partie. Et donc, je voulais être sûr que ce soit compatible. Et puis Mm. voilà comment ça s'est passé, tout simplement. Donc, en fait, Adélie, elle est issue de la communauté outils du manager. Et quelque part, c'est pas super étonnant que dans la communauté des managers Oui. qui nous écoutent, il y ait quasiment que des personnes qui aient un potentiel de bras droit. C'est pour ça que Mm. quand on parle de notre formation, il n'y a pas qu'une formation. Il y a aussi cet accès potentiel à Tout à plein de bras droits qui ont peut-être envie de travailler avec des chefs d'entreprise, etc. Et que fait. Mm. ça aurait été quand même dommage qu'on loupe l'opportunité de faire se rencontrer, alors évidemment d'une manière structurée, nos deux communautés. Je veux dire, d'un côté, on va Ouais. peut-être avoir des chefs d'entreprise qui cherchent des bras droits, et de l'autre côté, on va peut-être avoir des managers qui ont envie d'être bras droits. C'est quand même dommage que ces gens-là, ils se causent pas entre eux. Voilà, c'était l'aparté. Tout à fait. Mm. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, oui, oui. Il y en aura d'autres, mais pour le moment, oui. Alors, est-ce que je peux te poser à mon tour mes questions? Parce que tu m'as demandé pourquoi, ma vision du chef d'entreprise, etc. Bien Mais sûr. toi, pourquoi tu as eu envie de devenir bras droit?
Est-ce que, alors je ne vais pas faire les questions et les réponses, mais est-ce que c'est plutôt par ambition, c'est-à-dire tu as toujours eu envie d'être bras droit, ou par opportunité, tiens, il y a Cédric qui me propose ça, ouais, bof, ou pas. Et puis peut-être nous dire aussi ce que c'est, avec tes mots à toi, parce qu'évidemment, moi je le dis avec mes mots à moi, mais c'est quoi pour toi un bras droit? Et aussi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous dises c'est quoi aussi l'ambition d'un bras droit, parce qu'on va voir probablement que c'est pas la même ambition qu'un chef d'entreprise. On place pas la liberté au même endroit, par exemple. Oui, donc, absolument. Première question, pourquoi devenir un bras droit? Est-ce que c'est opportuniste ou est-ce que tu as toujours voulu être bras droit? Ouais, alors en fait pas du tout. Pas du tout d'ailleurs, quand tu m'as proposé, tu me l'as proposé plusieurs fois avant qu'on en parle vraiment. Et au départ, je me suis vraiment dit non, de toute façon, je ne le ferai pas. Et je crois même que je te l'ai pas dit comme ça, mais au départ, je pensais vraiment refuser. Et en fait, alors pourquoi je pensais refuser, c'est que justement, moi j'avais été entrepreneur par le passé, à construire une entreprise, donc j'avais quand même ce côté-là de la liberté de l'entrepreneur et de construire ce qui te ressemble, etc. Et puis la récente histoire personnelle finalement de ma vie m'avait conduite à reconstruire une entreprise au moment du confinement. Une entreprise de coaching où effectivement j'accompagnais des dirigeants et ça m'avait coûté tellement d'efforts et tellement de ma vie personnelle en fait était compliquée à ce moment-là et donc je me voyais pas en fait me dire bah ça y est j'ai fait tout ça finalement pour arrêter alors que à ce moment-là justement l'entreprise marchait bien et j'étais sur le point de me dire bah là maintenant il me faut une équipe. J'étais arrivée à saturation de ce que je pouvais faire en fait puisqu'au bout d'un moment bah tu peux pas avoir 50 clients en même temps ça demande une énorme énergie le coaching, donc c'est pas possible. Et bah il fallait que je passe un cap pour construire une équipe. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que toi tu m'as consulté et il se trouve que au niveau du coup de ma vie privée, des récents événements qu'il y avait eu, j'étais quand même aussi fatiguée. Et donc, en fait, c'est tombé à un moment où j'ai pu me dire, bah justement, et ça va répondre, je pense, à ta question sur c'est quoi l'ambition, en fait, d'un bras droit. Et donc, j'ai réfléchi. Moi, j'ai construit cette entreprise vraiment par nécessité. C'est-à-dire que j'étais partie faire un tour du monde en famille au moment du Covid, enfin, juste avant le Covid. On a dû rentrer et on s'est retrouvés confinés. Donc, mon mari, lui, ne pouvait pas retravailler. On avait vendu notre entreprise avant. Il pouvait pas aller rechercher du boulot comme ça. Donc, en fait, la seule solution qu'on avait, c'était que moi, je crée ma boîte et que je gagne ma vie comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais du coup, c'était quand même une situation bien particulière et c'était pas vraiment un choix finalement. Et donc j'ai réfléchi à pourquoi j'avais fait les choses, etc. Et où est-ce que je voulais aller personnellement. Et c'est vrai que je voulais absolument rester libre. Si on fait le lien aussi avec la volonté de voyager, etc. Je voulais être libre géographiquement, ça c'était très important. Et je voulais être libre aussi dans ma mission au travail. Et ça c'était vraiment important. C'est-à-dire pourquoi j'avais créé cette entreprise de coaching, c'était vraiment pour amener aux dirigeants quelque chose qui nous avait manqué, nous, en tant qu'entrepreneurs, être capable, en fait, de développer son entreprise tout en se respectant et respectant sa vie privée. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Et en fait, il s'est trouvé que ça, c'était quand même aussi la mission d'Outils du Manager. Et donc, je me suis même dit, à un moment donné, finalement, la force de frappe d'Outils du Manager va être bien supérieure à celle que je peux avoir toute seule. Et donc, au final, est-ce que vraiment ça me freine au niveau perso? Et puis en fait, je me suis aperçue qu'en faisant ce choix-là, je pouvais faire d'autres choix personnels qui me permettaient peut-être d'entreprendre d'une autre façon, de faire d'autres choses. Et en fait, tout était compatible finalement. C'était juste un autre mode de travail à envisager pour moi en fait. Et donc j'ai fait le choix de te rejoindre effectivement à ce moment-là. Donc voilà, ça répond déjà, je pense, à ta première question. Et puis peut-être ce que je peux ajouter, c'est que précédemment, j'avais eu quand même différents types d'expériences, donc j'avais un petit peu une vue de ce qui était compliqué dans l'entrepreneuriat et que je n'avais pas forcément choisi, puisque je l'ai fait quand même par nécessité seule. Et auparavant, justement, je l'avais fait en duo. Et c'est pas du tout la même chose. Et j'ai réfléchi aussi dans mon expérience salariée. Ce qui m'avait toujours plu, c'était d'être très proche de la direction, d'avoir une influence en fait sur les décisions, de pouvoir piloter des choses, de pouvoir
avoir du résultat, etc. Ça, c'est des choses qui étaient importantes. Mais en fait, la lumière, moi, je m'en fichais complètement. J'avais pas du tout besoin d'être en avant, d'être reconnue pour ce que je faisais, etc. Donc ça aussi, ça répondait aussi finalement à la question. Ça m'allait très bien d'être seconde en fait. Voilà. Ouais, je retrouve. Tu vois, quand tu dis tout ça, moi, avant d'être visionnaire, avant d'être chef d'entreprise, j'étais salarié. J'étais plutôt bras droit, très jeune. Et en fait, c'est vrai que pour moi, j'avais vu ça comme un accélérateur extraordinaire. Alors bon, moi, j'avais des choses qui me manquaient que j'ai retrouvées quand je suis devenu chef d'entreprise, mais je vois bien ce truc-là d'être. Moi, c'était un grand groupe, mais voilà, je montais dans le jet privé avec les patrons. C'était incroyable comme expérience. Et voilà. Et pour pouvoir accéder à ça, t'as pas besoin de faire tout ce qui est être dans la lumière, faire du relationnel en permanence. Voilà, truc qui plaît pas forcément. Par contre, tu as des relations vraiment à haut niveau avec la direction de l'entreprise, tu fais du vrai management comme eux, ils ne peuvent plus le faire. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'excitant aussi à être bras droit. Hein. Et d'ailleurs, ce serait intéressant que tu partages, c'était un petit peu ma question de tout à l'heure. Pour toi, un bras droit, c'est quoi et où est-ce que tu places ton ego, ou si c'est pas comme ça que tu vois les choses, c'est où est-ce que tu prends ton plaisir? Parce que c'est vraiment une question qui revient souvent, et une erreur que font souvent les dirigeants, c'est de croire que le bras droit, il a le même genre d'ego qu'eux, et alors que non. il prend le plaisir au même endroit. Et si c'est le cas, ce serait un peu embêtant. Et on va voir que c'est pas tout à fait la même chose. Non, tout à fait. Je pense que l'ego, comme tu dis, c'est pas d'ego, parce que je pense qu'on a l'ego qui est pas placé au même endroit. Moi, si j'ai été coach, c'est parce que mon ego, je le mets vraiment dans le fait de faire progresser les autres et voir progresser les autres. C'est vraiment ça, moi, qui m'anime en fait. C'est ma raison de vivre vraiment. Et du coup, forcément, en étant bras droit, tu retrouves un petit peu ça. Notamment en plus chez ODM, je l'ai pour les clients et pour l'équipe, pour la boîte, etc. Donc voilà. Après, pour répondre à ta question, pour moi, le bras droit, c'est celui qui fait concrétiser les choses, qui fait en sorte que le plan se déroule. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien, organiser et puis voir surtout qu'il y a le résultat au bout en fait, voir que tout peut se concrétiser, que tout se met bout à bout, etc. Tout en s'assurant que les gens qui sont là vont bien en fait et sont bien dans l'histoire. C'est vraiment, je pense, c'est important aussi ce côté. Moi, mon intérêt premier, c'est les gens. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important quand même quand on est bras droit. Il y a les tâches, mais en tout cas pour moi, il y a vraiment les gens. Donc il y a ça. Et puis je pense aussi que c'est un entrepreneur de l'intérieur de l'entreprise, le bras droit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, c'est-à-dire que je me sens, j'ai l'impression de pouvoir autant construire et avoir des idées finalement qu'en étant moi-même entrepreneur vraiment individuellement. Mais en plus, moi, je le mets vraiment en plus, sécurisé par quelqu'un qui a une vision justement et qui peut me permettre d'aller peut-être même plus loin en fait que ce que j'aurais fait toute seule, que ce que moi je me serais autorisée seule en termes de vision. Je pense qu'il y a une très grosse différence en fait à ce niveau-là. À l'intérieur de quelque chose, moi je peux me sentir libre. Et voilà, et pourtant ça peut paraître étonnant parce que j'ai vraiment une valeur de liberté très très forte, mais en fait dans un cadre. Donc voilà, et puis peut-être le dernier truc que j'ajouterais, c'est le sens des responsabilités. Je pense qu'il faut vraiment aimer les responsabilités. Sinon, faut pas y aller parce que c'est trop stressant en fait. Donc faut quand même aimer que en fait si ça marche pas, t'es responsable. Donc voilà, ça il faut quand même être capable de réagir et de supporter ça en fait. Hein. Et là tu retrouves aussi quelque chose de l'entrepreneur. Ouais, c'est le truc là. En fait, le truc de la sécurisation ou de la sécurité. Ça, je l'ai souvent entendu par mes bras droits, c'est qu'en fait, toi, en tant que visionnaire, tu prends un peu en charge ça. C'est-à-dire tu acceptes, toi, tu prends la prise de risque, et c'est normal à ton poste. Et du coup, le fait que tu acceptes la prise de risque, ça libère ton bras droit. Complètement.
En Ouais, fait, complètement. voilà, je pense qu'il y a des profils. Alors, tout le monde, on est tous comme ça. C'est-à-dire que après, le curseur, il n'est pas forcément au même endroit. C'est ce que je veux dire. La démarcation de tempérament entre le visionnaire et le réalisateur, elle bouge selon les binômes. Oui, Il y a des bien binômes sûr. où le visionnaire, il est extrêmement visionnaire et le réalisateur, il est aussi un peu visionnaire. Enfin bref, c'est pas un truc clair. Par contre, euh, il y a des gens, ils ont besoin de beaucoup de sécurisation pour prendre des risques, et il y a des gens, ils ont besoin de moins de sécurisation pour prendre des risques. Et donc, Mm. la liberté pour un profil comme le tien, elle va, elle va être donnée justement par le cadre. Comme il y a un Complètement. cadre, comme je m'appuie sur quelque chose de solide, bah, je vais pouvoir prendre des risques. Alors qu'un visionnaire, quelquefois, il n'a même pas besoin de ça. En fait, ce qui lui fait prendre un risque, c'est pas qu'il y a un cadre et que c'est solide, c'est sa vision. C'est qu'il est tellement sûr que c'est par là qu'il faut aller, donc il n'a Absolument. pas besoin du cadre. C'est pas ça qui lui donne sa liberté. Sa liberté, il la prend ailleurs. Et c'est dans l'équilibre de ces deux libertés que le binôme va s'exprimer. Mm. Et puis, tu as dit un autre truc, mais je me souviens plus. Oui, la proactivité, voilà, c'est pas parce que tu es bras droit que tu es un exécutant. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est important. Un bras droit n'est pas un pur exécutant. C'est quelqu'un qui est proactif. C'est quoi la définition de la proactivité? C'est ne pas. La première chose, les gens qui sont proactifs, c'est des gens qui n'accusent pas leur environnement quand ils ont une difficulté. C'est-à-dire qu'ils prennent en charge. Il y a un problème, c'est Mm. pas de la faute des autres, c'est pas de la faute à pas de chance, c'est il y a un problème à résoudre et donc je vais le résoudre. Cette attitude vis-à-vis de l'adversité, ça c'est vraiment important. Mm. Et les bons bras droits, c'est ça. C'est des gens qui résolvent les problèmes. Parce que s'ils n'ont pas cette capacité, s'ils se dirigent en permanence, s'ils se retournent en permanence vers le visionnaire pour résoudre les problèmes, en fait, le visionnaire, il gagne pas à cette relation. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'a pas de bras droit. On a des opérationnels qui sont pas assez autonomes et qui se retournent en permanence vers nous. Et donc, un bras droit, il faut absolument qu'il ait cette chose-là de dire je suis proactif. Et puis, la deuxième caractéristique de la proactivité, la deuxième chose dans la définition, c'est je suis toujours avec un coup d'avance, j'anticipe le problème qui pourrait se passer. Donc, quand il y a des problèmes, je ne blâme pas, je le résous, mais aussi Mm. je fais en sorte que les problèmes n'arrivent pas. Et à ce niveau-là, c'est à nouveau une grande différence entre le visionnaire et le réalisateur. C'est que le visionnaire, lui, C'est vrai, t'imagines. il a moins sa sensibilité à ce qui pourrait arriver de dangereux. Et Mm. donc, c'est intéressant dans le binôme d'avoir un bras droit qui dit mais t'es bien conscient qu'il pourrait se passer ça. Et soit le visionnaire dit, parce que ça nous arrive souvent, tu me dis ouais mais t'as réfléchi à la conséquence de ça. Soit j'y ai pas Mm. réfléchi et je te dis bah non t'as raison. Et donc on prend le risque ou pas. Ou soit je te dis oui mais on s'en fout on y va quand même. Mm. Et du coup ça à nouveau ça libère ton bras droit. Quand tu lui dis oui on va perdre. Voilà je dévoile rien de grave quand je dis qu'on se pose régulièrement de continuer. On est certifié Calliope, mais Mm. régulièrement, je me dis, bon, c'est quand même beaucoup de contraintes, est-ce qu'on continue, etc. Et du coup, ton job, c'est de me dire, bah, si on enlève Calliope, on perd ça, on perd ça, on perd ça, t'es OK, t'es pas OK. Et moi, là, Mm. je vais trancher. Mais tu vois, je vais trancher sur des choses qui sont pas le quotidien, qu'est-ce qu'on fait, Mm. tu vois, voilà. J'essaye de trouver des exemples pour montrer comment Oui, l'articulation tout à se fait. passe dans la vraie vie, Oui. en tout cas dans notre société. Dans d'autres boîtes, je dirais la frontière se fera ailleurs. Oui, Mais en peut-être, tout tout cas, à dans fait. notre boîte, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et c'est vrai que tu parlais du risque, et c'est même quelque chose que j'aurais pu te dire en premier, mais qui est tellement évident pour moi. En fait, même c'est quelque chose qui agaçait beaucoup mon mari quand on travaillait en binôme, parce qu'en plus dans l'agroalimentaire, t'imagines bien que la gestion du risque, c'est vraiment capital. Et en fait, Voilà, c'est et clair. en fait, bah oui, je pouvais être pénible là-dessus. N'empêche que bah il y a jamais eu de problème, alors que c'est quand même très facile dans ce domaine-là d'avoir des problèmes sur les produits. Et voilà, et simplement parce que c'est vrai que tu as une tendance à imaginer le pire. Et donc ça rejoint un peu Mm, aussi la différence d'ambition entre le visionnaire et le réalisateur. C'est que pour moi, mm, pourquoi est-ce que c'est difficile d'être entrepreneur et seul responsable? C'est que j'imagine le pire tout le temps.
Donc ça, c'est extrêmement fatigant. Et voilà. Et donc, si t'as quelqu'un qui, lui, au contraire, est capable d'imaginer ce qui se passe bien, et c'est quand même plus reposant, quoi. Et je reprends le truc à l'envers. Toi, en tant qu'entrepreneur, du coup, tu avais peut-être des développements que tu n'as pas fait parce que tu voyais trop le risque et pas assez l'opportunité. Mais l'inverse est vrai pour un visionnaire qui va prendre des risques complètement sans s'en rendre compte, hein, des risques qui vont lui coûter sa boîte. Quand tu as un bras droit, tu peux toujours prendre ces risques-là si tu décides de les prendre. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Ouais, absolument. J'ai une anecdote qui peut bien illustrer ça. Lorsqu'on avait notre boîte agroalimentaire, donc moi je m'occupais de gérer en fait la chaîne de fabrication. De comment est-ce qu'on fait concrètement, c'est-à-dire que par rapport aux différents postes que tu as au niveau des outillages que tu utilises, du matériel que tu utilises, combien de temps tu vas pouvoir passer à chaque poste, etc. Combien il faut d'opérateurs et tout ça. Et mon mari, lui, il était plus dans le développement de nouveaux produits, c'est-à-dire que c'est lui qui créait les recettes, c'est lui qui faisait l'étude auprès des clients, etc. Et il s'est posé la question, à un moment donné, de faire du frais. Or, en agroalimentaire, le frais n'est pas du tout pareil que de faire de la semi-conserve, etc. On n'est plus du tout dans les mêmes normes les mêmes normes de sécurité alimentaire. Et donc, moi, quand il a commencé à me dire ça, il a fait plein de tests, etc. Oui, ça répondait au niveau des clients, etc. Il y avait plein de signes positifs, mais je lui ai dit, mais attention au niveau sécurité, ça va coûter ça, va falloir faire ça, faut penser à ça, etc. Ouais. Et un matin, je me lève et il me dit, ça y est, j'ai pris ma décision, on le fait. Et je lui ai dit, je te dis, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Et il l'a fait quand même. Ouais. Et ça a planté. Et on a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Ça aurait vraiment pu faire planter la boîte. Vraiment. On a été obligé de licencier, etc. Ça aurait vraiment pu faire planter la boîte. Alors, c'est super intéressant, ton exemple. Parce que c'est une des clés sur lesquelles on insiste dans la formation. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Et alors évidemment, on l'explique dans la formation, il y a une manière, il y a un process. C'est que pour que le binôme fonctionne parfaitement, ça veut dire que le visionnaire n'a pas absolument tout pouvoir. C'est-à-dire que on donne au réalisateur le droit de veto. Et ça, c'est pas commun. C'est un truc, je pense, qui existe dans aucune formation. Je l'ai jamais vu, ce truc-là. Et pourtant, c'est la clé. C'est-à-dire que si tu respectes ton visionnaire, si tu as choisi ton visionnaire, tu dois accepter quand il dit non. Ton réalisateur. Si tu n'acceptes ton réalisateur quand il dit non, parce que sinon, ça veut dire que finalement, pourquoi tu as pris un réalisateur? Tout à fait. En fait, mais tu vois, là, c'était pas un manque de respect. C'était même pas un manque de respect, c'est juste qu'on n'avait pas conscientisé ces rôles-là, en fait. Ça s'était fait comme ça. On n'avait pas conscientisé. Et en fait, lui, il s'est dit, de toute façon, elle voit les risques. Mais en fait, là, il faut foncer. Il y avait un gros marché à prendre. Il faut foncer, on y va. Et voilà. Et finalement, peut-être que 6 mois après, ça aurait pas été le même risque, par exemple. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, c'était risqué. Non, mais tu sauras jamais. Exactement. Tu sauras jamais. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est que même quand tu prends le bon profil, ça suffit pas. Il y a plein d'autres choses à mettre en place. On en parle dans la formation. Et entre autres, comment on fonctionne à deux. Et si ça, si on met pas en place un système avec des règles, un jour, c'est sûr, le visionnaire, il saute la barrière. C'est-à-dire que, en fait, il prend une décision et là, il casse tout. Et en général, c'est comme ça que ça commence à partir en sucette. Et du coup, tu bousilles, en fait, le binôme. Donc, c'est vraiment important. Il y a choisir le bon profil. Et voilà, on en a un petit peu parlé. Qu'on soit vraiment en phase sur la manière de manager et sur les sujets. Et ça aussi, sur la manière de manager, on donne un outil dans la formation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi être d'accord sur la manière de manager? En l'occurrence, une formation outil du manager, c'est être sûr que ton réalisateur, il manage à la méthode outil du manager. Voilà, c'est ça. La vision, pour qu'elle soit commune, on met en place un truc qu'on appelle business de poche qui permet qu'on soit d'accord à peu près sur pas à peu près, qu'on soit d'accord sur
tous les différents domaines de l'entreprise, les projets, les process, etc., sans donner plus de travail au visionnaire. Et il y a aussi ce que tu viens de souligner, c'est comment on gère notre relation, c'est quoi les règles. On a 6 règles, je crois, je sais plus si c'est 6 ou 7. Et voilà, et s'il y en a un qui ne suit pas la règle, l'autre est en droit de lui dire, bah attends, la règle c'est ça. Ouais. Et puis dernier truc, alors entre mari et femme, c'est peut-être plus simple, mais pas forcément. Il y a tous les moments de resynchronisation, c'est-à-dire qu'il y a des rituels où on remet tout à plat, etc., etc. Mais c'est vraiment intéressant ce que l'exemple que tu as donné. Ah ouais, moi ça m'a frappé après coup en fait. Mais du coup, justement, là, j'allais te demander, toi, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour m'accueillir et m'aider à progresser, puisqu'on parle quand même de potentiel à la base, justement. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement chez ODM? Alors, voilà, il y a eu sur la manière de faire les choses et sur les valeurs, j'étais assez à l'aise, j'avais pas de doute. Tu étais passionné par outils du manager, tu connaissais les outils de management. Pour moi, c'était une grande chance, ça a permis d'aller plus vite. Dans mes autres entreprises, c'est pas comme ça que j'ai fait. J'ai recruté, en fait, c'est la méthode qu'on propose. On recrute ou on repère dans sa structure, ça peut être quelqu'un qui est déjà là, quelqu'un où on pense qu'il a le potentiel, à travers ses compétences, à travers ses envies, etc. Mais parfois, comme ça a été le cas avec toi, la personne elle-même, elle n'en a pas tout de suite conscience. Et donc, il faut vraiment... Quand lui... En fait, un bras droit, c'est quelqu'un de pragmatique. S'il n'est pas pragmatique, ça ne va pas marcher. Donc, mais du coup, c'est quelqu'un qui a besoin de projeter, de savoir, mais ça veut dire quoi exactement d'être bras droit. Et toi, c'est ce que tu as fait. Tu as fait une super analyse. Alors qu'un visionnaire, ça va être quelqu'un qui va dire « Ah ouais, ça a l'air vachement bien, allez, on y va ». Toi, c'est pas du tout le process. Tu avais ça, tu savais que c'était bien, puisque ça t'intéressait, etc. Mais tu étais prête à dire non parce que tu n'avais pas fait toute ton analyse en disant « Oui, mais ça va marcher parce que ça correspond à ça, etc. etc. » Et donc, c'est vraiment important que lorsqu'on fait la proposition au bras droit, pas juste de lui dire « Non, on va bosser à deux et ça va être super ». Ou d'être flou, lui dire « Non, mais en fait, toi, tu vas faire le quotidien, puis moi, je vais faire ça ». Un bras droit, il a vraiment besoin que tu lui montres qu'on va mettre en place un système et que ça va se passer comme ça, il y aura un entretien comme ci, il y aura des règles, que tu lui dises, par exemple, une des règles, c'est quand tu me dis non, après un protocole, eh ben, j'accepterai ton non, etc., etc. Si tu proposes quelque chose de flou à un bras droit, tu vas pas récupérer les meilleurs bras droits, tu vas pas, ça va pas lui parler, ou bien tu vas avoir quelqu'un qui va venir, mais en fait, il aura pas bien conceptualiser ce que tu vas lui demander et il risque d'y avoir des déceptions. Donc, première chose, c'est ça, c'est comme ça que j'ai avancé avec toi. D'ailleurs, tu l'as dit, ça n'a pas été un oui immédiat. Et j'aurais respecté que ce soit un non, parce que de toute façon, voilà, j'avais pris ton profil et si tu m'avais dit non, puisque même aujourd'hui, si tu me dis non, je respecte. À l'époque, c'était déjà la même chose, parce que j'estime que tu as la tête faite pour faire des analyses qui te permettent de dire oui ou non. Et puis ensuite, on a simplement, si je me souviens bien, commencé à mettre en place les rituels de nos relations. On a mis en place les moments de synchronisation. On a eu petit à petit, je t'ai confié le management de la petite équipe qui était déjà en place. Oui. Je t'ai donné accès au business de poche de l'entreprise, que j'avais moi juste ébauché. J'avais juste mis surtout au niveau des valeurs, etc., etc. Et après, je t'ai laissé mettre en place ton management parce que tu étais déjà formé au management. Si je t'avais pris de l'extérieur, j'aurais exigé, c'est ce que je fais avec mes bras droits, là j'en ai embauché un récemment, je veux absolument qu'il se forme aux méthodes outils du manager. C'est pour ça qu'on a inclus les bases de la méthode outil du manager dans la formation. C'est une double formation, sinon ça marche pas. Et puis régulièrement, ensuite, je t'ai parlé de la vision et j'ai ces discussions avec toi sur ce qu'on veut développer. Et dès que je sens qu'on s'éloigne de notre vision, je te rappelle en gros ce qu'on veut faire. C'est quoi ce qu'on veut faire? On veut créer 2 communautés, une pour les managers, une pour les dirigeants. On veut aider les managers à devenir des intrapreneurs. Et donc c'est rigolo parce que ça rejoint le rôle du bras droit à un autre niveau, mais un intrapreneur, c'est quelqu'un
petit à petit, qui se forment à être bras droit. Et on veut aider les dirigeants à se libérer de leur boîte. Et donc, c'est notre truc. Et on veut créer des ponts entre les deux communautés. C'est ça notre vision, etc. Et donc, régulièrement, je remets ça parce que c'est mon job. Et régulièrement, tu me dis, bah tiens, j'ai tel souci avec tel salarié, et là, on parle des valeurs. Et on remet à jour nos valeurs régulièrement, etc. Mais tout ça, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est pas juste des discussions du café du commerce, c'est qu'on a mis en place des outils pragmatiques. Hein, c'est pas... Et d'ailleurs, ça correspond aussi à ce qu'on propose à nos clients. On propose de la théorie, mais on propose surtout des outils pragmatiques. Et d'ailleurs, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour vous permettre de vous rendre compte de la manière dont ça peut se passer. Ouais, de passer à la pratique, en fait. Ouais. Et donc, si j'ai répondu à ta question, est-ce que toi, tu peux justement un peu nous dire comment ça s'est passé, en fait? Là, j'ai expliqué un peu ce que j'avais essayé de mettre en place, mais de ton côté, comment tu l'as vécu? Et ben alors de mon côté, c'est vrai que moi j'ai l'impression finalement d'avoir presque commencé avant que tu me confies vraiment le poste de bras droit. C'est-à-dire que j'avais un peu cette intention de m'investir dans l'entreprise et je savais que tu voulais acheter une entreprise à ce moment-là et donc j'essayais déjà de prendre un peu ce que je pouvais. Il y avait quand même ça déjà au départ. Et puis peut-être ce qui m'a marqué, dont t'as pas forcément parlé, c'est la façon, enfin les entretiens en fait qu'on a eu où effectivement je me suis sentie complètement libre de te dire non sur le fait de prendre le poste de bras droit, mais sans que ça puisse remettre en cause le fait de travailler ensemble sur la partie coaching, par exemple. Donc ça a été important pour moi. Et les questions que tu m'as posées étaient vraiment pour comprendre ce qui, moi, m'animait vraiment, ce que j'aimais vraiment faire. Et non pas, t'as pas essayé de faire la concordance avec Outils du Manager, en fait. C'était vraiment comment, pour moi, c'était important d'évoluer, ce que j'avais envie de faire, etc., notamment le fait de construire une équipe et tout ça. Donc ça m'a rassurée parce que je me suis dit, il veut pas à tout prix un bras droit pour sa boîte. Il cherche vraiment quelqu'un dont c'est, alors peut-être pas l'ambition, du coup je pourrais pas dire ça puisque moi c'était pas mon ambition, mais quelqu'un qui est fait pour ça. Donc voilà, ça c'était vraiment très rassurant pour moi et vraiment j'insiste aussi sur le côté respect et considération. Ça je l'ai toujours senti chez toi, même avant qu'on travaille ensemble. Et je pense que beaucoup de clients peuvent dire ça. Moi j'ai vraiment commencé à l'époque à travailler le management avec les synthèses des podcasts. Donc tu vois ça date et à chaque fois que je t'ai vu poser une question et c'est comme ça tu disais comment ça a commencé, en fait je t'ai posé une question sur LinkedIn parce que j'avais de plus en plus de demandes d'équipes autour du disque et donc je voulais me former à ça et notamment avec la formation d'outils du manager et je t'ai posé des questions là-dessus et la façon dont tu m'as répondu aussi, voilà, ça met en confiance, voilà. Donc ça a joué aussi en fait, l'expérience de client qui était en confiance a joué quand même. Voilà. Après la réalité de la prise de poste, pour moi, ça a été quand même, sans mentir, une intensité importante. Le fait de devoir apprendre de nouvelles choses, d'explorer un business, de créer des relations avec tout le monde, avec l'équipe, avec les partenaires, etc. Prendre de multiples rôles aussi, parce que c'est ça la réalité chez Outils du Manager. Mais toujours avec les moyens de travailler. Donc ça, c'est quand même super important parce que en fait, à chaque problème, on peut exposer le problème et effectivement, il y avait une réactivité en face, des solutions en face, etc. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis la prise en main progressive en fonction de ce que aussi moi je me sentais capable de faire. C'est-à-dire toi, je pense que tu as toujours plus cru en moi que moi-même. Hein. Ça, c'est, je pense que c'est, à mon avis, c'est vrai dans beaucoup de binômes comme ça. Mais voilà, tu as respecté aussi mon rythme. Même si des fois, tu me pousses un peu, tu respectes le rythme quand même. Donc ça, c'est important aussi pour la prise de poste. Et puis, peut-être aussi... alors, bon, peut-être on en reparlera dans les erreurs, mais effectivement, tu parlais du business de poche. C'est vrai que c'est quelque chose que tu m'as proposé vite et que moi, j'ai pas pris en main très vite.
mais ça on en reparlera peut-être plus tard. Et puis ce qui m'a marqué aussi dans ma prise de poste et que tu ne m'avais pourtant pas demandé, c'est pour moi l'envie, alors peut-être le réflexe entrepreneurial, mais de rentabiliser mon poste. C'est-à-dire que je me disais en fait il dépense tout ça, il faut absolument que ça lui ramène ça en chiffre d'affaires, quoi. Donc j'avais cette obsession là quand même. Ouais, c'est intéressant ça d'ailleurs, parce que figure-toi que ce truc, je l'ai avec tous mes bras droits. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est jamais moi qui dis. En fait, je suis toujours. Récemment, avec un autre bras droit, je dis tiens, le chiffre d'affaires il est un peu en recul cette année, la marge aussi, on fait un peu moins bon résultat. Et hop, il me répond oui, il faut que je couvre mon poste. Et je dis non. Je dis c'est pas pour ça que je dis ça. Je dis ça pour qu'on travaille sur comment, pour vous travailler d'ailleurs, sur comment on va augmenter la marge, etc. Mais je ne vous dis pas ça pour vous dire il faut absolument que vous soyez rentable. Le mec, il est arrivé il y a 3 mois. Bah donc, oui. Et donc, première anecdote. Et deuxième, une autre discussion avec un autre de mes bras droits sur une autre société. Je lui dis, mais je trouve qu'il a beaucoup de personnes en direct. Et je lui dis, mais pourquoi vous recrutez pas, etc. Il dit, vous avez vu les chiffres, on peut pas recruter, etc. Et en fait, mon expérience, bizarrement, c'est que c'est toujours, c'est toujours moi qui, enfin, c'est jamais moi qui pousse sur la rentabilité. C'est à chaque fois mes bras droits qui l'ont fait. Peut-être parce que depuis que j'ai pris le rôle, alors qu'avant, peut-être j'aurais fait ça quand j'avais les deux casquettes. Et il y a vraiment un switch qui se fait dans la tête d'un visionnaire quand il devient visionnaire, c'est j'arrête de travailler sur la rentabilité quotidienne. Bon, après, il faut quand même pas que la société soit en danger, mais je peux me permettre de moins être focus là-dessus. Et je vise plus de créer une entreprise pérenne, qui soit un vrai actif. Et ça nécessite des investissements et ça nécessite d'être patient, etc., etc. Tu vois, c'est marrant. C'est pas... c'est un des effets que j'avais pas remarqué avant de pouvoir comparer différentes expériences avec des bras droits. Ouais. Et pourtant, tu vois, tu m'aurais mis la pression à la rentabilité. Je pense que je l'aurais mal vécu parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur de développer le chiffre. C'est vraiment, je pense que j'ai quand même ce sens-là, ce sens commercial aussi, mais exactement pareil que dans la mission entre bras droit et dirigeant, je pense, moi, ça me va dans un certain cadre, c'est toujours pareil. Et du coup, je trouve ça dans le cadre de ma mission. Oui, j'ai ce souci-là, mais tu me mettrais la pression à me dire il faut que tu aies rentabilisé ton poste en X mois. Je pense que ça aurait eu un effet contre-productif, très clairement, sur une personnalité comme la mienne, en tout cas. Et puis, voilà ce que j'allais dire. En général, les réalisateurs, les bras droits, c'est des gens qui n'ont pas besoin. Enfin, c'est pas à toi de leur mettre la pression. Ils se la mettent tout seuls et bien assez. Souvent, c'est le contraire. Souvent, moi, c'est pareil. J'ai plutôt besoin de leur dire, de rassurer, de dire non, mais ça va aller, vous inquiétez pas, je suis pas au taquet, etc., etc. Un autre truc que tu as dit je voulais juste rajouter, quand tu parlais du recrutement, tu m'as fait passer les tests Kolbe, effectivement. Et en fait, je pense que ça a été plus utile pour me rassurer moi que pour te convaincre toi que j'avais le bon profil. Et ça a été une étape pour moi, en fait, effectivement. Ouais. C'est rigolo, ouais. Et l'autre truc que tu as dit qui est vraiment important, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, si jamais vous choisissez un bras droit dans votre équipe, il faut que ce soit très, très, très clair qu'il ait le droit de refuser le poste et que ça n'aura pas de conséquences sur sa carrière. C'est vraiment de conséquences négatives sur son poste actuel. C'est vraiment important parce que sinon vous allez... En fait, il faut être assez subtil. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut dire ça et à la fois, il faut quand même bien expliquer ce que c'est que le poste de bras droit. Mais voilà, ne survendez pas le truc, ne forcez pas la personne, ça marchera pas. Ça, c'est clair. Non, mais c'est subtil parce que moi, je me souviens vraiment que tu m'as dit que tu avais envie que je prenne le poste. Donc, je me souviens vraiment de ça. Et sans pour autant que je me sente forcée, effectivement. Mais voilà, c'est subtil. Il faut trouver le bon équilibre, effectivement. Moi, j'ai eu le cas dans une autre de mes boîtes où, avant de faire un recrutement externe, j'avais proposé à une personne dans la boîte le poste. La personne... alors,
vous contentez pas du premier refus. Reparlez-en régulièrement en expliquant, etc. Mais si la personne, elle vous dit 2-3 fois que non, c'est tout. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de conséquences particulières. J'ai pris un autre bras droit et ça se passe bien, etc., etc. C'est vraiment une décision qui doit être prise de manière personnelle par la personne. On ne peut pas forcer quelqu'un à devenir bras droit. Ou c'est pas forcément le bon timing, enfin, etc., etc. Est-ce qu'on peut peut-être détailler un peu la manière dont la collaboration s'est mise en place, comment les rituels qu'on a établis, la répartition des rôles, comment on a fait? Bah, je pense que le premier truc, c'était vraiment les 1 à 1, en fait, hein, c'est ce qui a vraiment cadré évidemment tout. Et puis le fait qu'il y ait un organigramme, et ça a été en fait un travail pour Outils du Manager, parce que forcément, si on prend un bras droit, c'est pour développer la structure, donc c'est une vraie réflexion, l'organigramme, et donc ça l'a été pour nous aussi. Et puis la répartition des rôles, c'est aussi quelque chose qu'on a aussi discuté à certains moments pour réajuster des choses. Donc voilà, pour que toi tu puisses garder ce qui est là où tu étais efficace et où tu aimais. Et en même temps que ça fasse pas goulot pour l'entreprise, etc. Donc, il y a eu des ajustements à ce niveau-là. Et du coup, alors, si on parle des rituels, en gros, donc le 1 à 1 hebdomadaire, des points stratégiques mensuels en duo, la mise en place du business de poche, et puis là, ce qu'on est en train de mettre en place d'ailleurs, c'est les points trimestriels stratégiques en équipe, qu'on faisait pas de façon aussi formelle jusque-là. Et donc, on est en train de mettre en place. Ce qui nous l'a fait formaliser, c'est justement quand on a travaillé sur la formation Tout à fait. Bras droit gagnant, en fait. Alors oui, c'est ça, et aussi le recrutement, puisqu'en fait jusque-là finalement tout le monde te connaissait, mais quand tu intègres des nouvelles recrues, si elle te voit jamais, c'est compliqué, donc fallait aussi qu'on fasse ça. Et puis après, dans la répartition peut-être des rôles, si on doit dire très simplement, toi t'as vraiment la partie stratégie, vraiment décision stratégique, fixer le cap, la gestion financière et je dirais les validations de certaines décisions aussi, par exemple du recrutement, même si tout le process en fait c'est moi qui le fais et après toi tu valides et donc tu as gardé de la contribution au niveau de la création et puis tu peux avoir à gérer, alors jusque-là on n'en a pas tellement eu, mais des gros problèmes ou contribuer à la gestion d'un problème de management, enfin vraiment au niveau RH par exemple, voilà, ça c'est, moi je sens que je suis épaulée à ce niveau-là. Voilà, et du coup, moi, ce que je garde, c'est le management de l'équipe au quotidien et la gestion de la production au quotidien. Donc, faire en sorte que l'entreprise, elle tourne, que tu sois là ou que tu sois pas là, et t'alerter, enfin, te mettre au courant aussi. Je pense que ça, c'est un rôle qui est quand même très important, que tu saches comment tourne la boîte aussi, quoi. Voilà, et gérer les urgences. Sans avoir besoin de le demander. C'est agréable. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, non, tout à fait. Voilà. Alors, ce que je te propose, peut-être, c'est qu'on passe à la partie. En fait, ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'on fasse un petit bilan jusqu'à maintenant sur notre collaboration et que chacun son tour, en essayant de ne pas être influencé par l'autre, on parle de nos difficultés, de nos réussites et des leçons qu'on en a tirées. Alors, comme tu veux, soit je commence, soit tu commences. Eh ben, écoute, alors comment tu veux qu'on fasse? On fait chacun les difficultés, chacun les leçons, ou est-ce que tu veux qu'on... Ouais. Ok. Oui, alors moi, je veux bien commencer au niveau des difficultés, comme ça, je serai encore moins influencée. Alors peut-être pour moi, je dirais déjà la première chose, c'est que je suis très bosseuse, et donc peut-être ça a été ma première difficulté, c'est que je peux travailler beaucoup. Et finalement, je peux travailler trop. Et donc le fait, là, il y avait un rythme très important qui est lié aussi à ta personnalité, qui fait qu'il y a toujours un nouveau projet ou 15 nouveaux projets qu'on peut réaliser. Donc si on dit oui à tout, le rythme il est pas tenable. Donc voilà. Et avec le recul, ça c'est une perte de temps effectivement. Donc ça c'est peut-être la première chose. Et la deuxième qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est la difficulté à
à remettre en cause, ou en tout cas vraiment l'hésitation à remettre en cause des décisions que toi t'avais pu prendre, ce qui est quand même un peu embêtant puisque forcément toutes les décisions précédentes ont été prises par toi. Donc il y a un moment donné où il faut se lancer, il faut se dire bah si en fait il y a des trucs qu'on peut remettre en cause parce que l'environnement de l'entreprise est plus le même, parce que voilà, ou parce que c'est pas optimal, et ça c'est pas évident. Donc voilà. Après, alors peut-être ça c'est vraiment propre à moi et pas au métier de bras droit en général, mais moi je travaillais beaucoup dans l'hyper personnalisation dans mes expériences précédentes et principalement dans le coaching où c'est vraiment ça que les gens achètent, hein, c'est que t'es vraiment hyper personnalisé dans leurs problématiques, mais sauf que ça c'est absolument pas compatible avec une entreprise qui travaille à plus grande échelle. Donc ça pour moi c'est pas évident. Et c'est vraiment un travail du quotidien sur lequel tu me remets d'ailleurs souvent. Voilà. Donc je disais le droit de dire stop. Après peut-être au niveau management. Alors difficulté que moi j'ai pu ressentir, mais pas, il n'y a pas eu forcément de difficultés concrètes en fait sur le terrain. Mais le fait de manager les anciens, de manager une équipe qui a confiance en Cédric, et je pense que tous les clients vont le comprendre. C'est pas facile de se dire je deviens le manager alors que c'était Cédric avant, quoi. Voilà, il faut se dire si ça va le faire, quoi. Donc voilà, il y a eu ce côté-là quand même. Voilà, et puis on a eu quelques petits ajustements justement pour le double management finalement. Quand est-ce que toi tu peux intervenir en direct avec les équipes ou pas, voilà, il y a eu quelques ajustements à faire et notamment pour que le rythme de l'entreprise, que le planning puisse être respecté, puisque moi mon but, un de mes rôles, c'était quand même de faire en sorte que l'activité soit organisée, prévisible, etc. Et ça, c'est pas du tout dans ta personnalité. Donc voilà. Et puis je dirais, alors je pense que ça va avec l'hyper-personnalisation, mais le fait de devoir simplifier, c'est pas quelque chose qui est évident pour moi. Donc voilà, c'est toujours quelque chose d'ailleurs qui est en travail tout le temps, mais voilà, je pense que c'est pas mal déjà en termes de difficultés. Bon, ça c'est les difficultés. Après, les réussites. Alors les réussites, je dirais la première, c'est trouver ma place sans chercher à te remplacer, sans chercher à être aussi bonne que. Je pense que ça c'est vraiment très important parce qu'en fait on est quelqu'un d'autre et on a un autre rôle. Donc voilà, c'est vraiment trouver sa place, ça suffit en fait vraiment. Après, alors moi j'ai été très soucieuse du maintien du chiffre. Même si j'aurais aimé qu'on développe plus, c'était déjà pas mal en fait de prendre l'activité, de maintenir le chiffre. Voilà, pour moi c'est quand même dans les réussites. Notre communication aussi, je pense qu'on peut dire que c'est une réussite parce que pour moi c'est dans mes valeurs en tout cas c'est très important de pouvoir être puis dans mon quotidien, c'est très important de pouvoir être dans la franchise, dans l'honnêteté, dans la simplicité. Et c'est ce qu'on a quand même tous les deux, même si parfois il faut clarifier des choses. Voilà, la complémentarité de nos profils qui s'est révélée vraie. Ça, moi, j'avais quand même le doute au départ. On ne sait jamais trop. Enfin, voilà, en tout cas pour moi. Voilà. Après, au niveau de l'équipe, des partenaires, des clients, de tout le monde, je pense que c'est la création de la confiance. Je pense qu'elle s'est faite. Alors peut-être c'est pas encore terminé, mais voilà. En tout cas, il y a une base de confiance et ça, c'était quand même très très important pour l'entreprise et puis pour moi. Donc voilà. Et puis après, je dirais moi, ce que je peux observer, c'est que tu peux partir. Là, t'es parti récemment en congé, sans être là dans le quotidien de l'entreprise. J'ai eu des décisions à prendre pendant que t'étais pas là et je les ai prises. Voilà, et la boîte a continué de tourner. Donc ça, pour moi, c'est une réussite en soi. C'était un peu l'objectif, quoi. Donc voilà. Et puis après, on peut dire que l'équipe commence à se construire, à s'élargir. Et voilà, ça c'est une réussite aussi. Et tu as pas mal de nouveaux projets en tête dans lesquels tu arrives à t'investir, ce qui n'était pas le cas au tout début où j'ai pris. Donc voilà, en termes de réussite, c'est pas mal aussi, je pense déjà. Super, je suis d'accord. Alors attends, j'avais une remarque. À un moment, tu as parlé... je me souviens plus. Oui, c'était sur la complémentarité des profils et que tu t'en es rendu compte. C'est drôle, c'est que en fait, il se passe aussi un truc, c'est que tu deviens visionnaire parce que tu as un bon collaborateur, parce que tu as un bon réalisateur, je l'ai souvent dit.
Et vice Mais c'est versa. vraiment ça. C'est-à-dire que, voilà. Et en fait, toi, tu n'avais pas cette perception parce que toi, Mm. tu vas te baser sur ce que je fais. Et donc, tu te dis, bah ouais, mais je vais devoir faire des choses que lui, il faisait. Et donc, je Ouais. lui prends sa place. Ce que tu perçois pas, c'est que ces choses que je faisais, en fait, c'est pas des choses que j'aimais vraiment faire. Même moi, Ouais. je m'en étais peut-être pas rendu compte. Et donc, en fait, quand on met en place le binôme, ce qui se passe, c'est que petit à petit, parce qu'on ne fait plus les mêmes choses, on devient encore meilleur dans ce qu'on fait, Tout à parce fait. qu'on a plus, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Mm. nos personnalités, c'est pas vraiment des personnalités d'ailleurs, nos rôles se radicalisent un petit peu. C'est ça Ouais, qui se c'est passe. vrai. C'est C'est vrai, pas tout à juste que fait. tu avais une mauvaise perception au départ, c'est qu'il y a une évolution qui se fait en même temps. C'est-à-dire Mm. que tu deviens davantage réalisatrice parce que tu es dans ce poste-là, et moi je deviens davantage visionnaire parce que je ne suis plus réalisateur, Mm. justement. C'est Donc d'ailleurs pour ça que ça demande des c'est pas une parce erreur que de c'est perception au départ. Mm. Ouais. Non, non, tout à fait. Alors, je vais te donner ma partie, mais ça Oui. répond beaucoup à ce que tu as dit. Mais avant, peut-être tu peux nous dire les grandes leçons que tu as tirées, je dirais, de ces difficultés et de ces réussites. Alors, bah peut-être. D'ailleurs, je t'ai dit une fois ça, je crois, hein, quand on a fait un bilan, où je te disais, bah en fait, oui, il y a eu tel problème, mais je considérais que c'était à moi de le résoudre, et donc je t'en ai pas parlé. Et je t'ai dit, j'ai eu le réflexe entrepreneur peut-être. Et tu m'as dit, mais garde bien ça, c'est bien comme ça qu'il faut faire, mais par contre, on peut en parler. Et Ouais. effectivement, ça c'est, je pense, une grande leçon que j'ai reçue, c'est de se débrouiller seul et prendre des décisions. Ça veut pas dire ne pas en parler. Et finalement, au contraire, toute Et ça, hésitation en fait à en parler, c'est une perte de temps finalement. ouais. Et ça, c'est important de comprendre aussi du côté du visionnaire. C'est pas parce que votre réalisateur vous parle d'un problème qu'il est en train de vous dire faut que tu le Oui. résolves. Il est Mm. juste en train de vous informer. Parce que ça, en tant que chef d'entreprise, en général, on parle d'un problème, lim, tu sautes dessus pour le résoudre. Mais non, on est Ouais, juste en train de exactement. t'informer Ouais. et ça va être résolu. Hein, c'est pas la même chose C'est ça. d'informer, de dire bon bah on a eu un gros problème récemment avec le serveur, on en a Ouais. parlé, en plein milieu d'une promo, enfin bref, un peu la grosse catastrophe. J'étais au courant, mais le fait que tu m'en parles, je me suis pas dit c'est à moi de le résoudre. Je me suis dit Non, non, mince, c'est tout un à gros. fait. Mm. Tu Mm. vois, c'est de la C'est ça, il faut subtilité. Elle est là. trouver le bon dosage. Il faut trouver le bon dosage entre je lui en parle, mais pour quelle catégorie de problème et surtout que ce soit bien évident que je t'en parle pas pour te refiler le problème en fait, effectivement. Et donc voilà, ça a nécessité quelques ajustements, mais c'est une bonne leçon, je trouve. Donc voilà. Et puis, alors peut-être aussi, ce qui peut faire gagner du temps, ce qui aurait pu nous faire gagner du temps, c'est peut-être parfois, pour moi en tout cas, de clarifier plus la latitude que j'avais dans telle ou telle décision. Ou pour toi, ça pouvait être évident, ou tu me l'as peut-être dit en plus, mais voilà, des fois, c'était pas forcément suffisant pour moi. Donc ça, on perd du temps en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Ça, je pense que c'est important. Et puis, je l'ai déjà dit, mais en leçon peut-être quand même, enfin vraiment importante, mais c'est lié à ma personnalité, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de réalisateurs, c'est ne pas se cramer en fait. Ça, c'est vraiment une leçon importante parce que si on se crame de toute façon, si on travaille trop, qu'on veut faire trop vite, qu'on dit oui à trop de projets, en fait, on peut pas construire l'équipe, c'est pas possible. Et puis, on met en péril l'entreprise vraiment. Donc voilà, ça c'est, faut vraiment faire attention à ça. Je pense que c'est vraiment un des points clés pour que le poste marche. Voilà. Et puis, alors oui, je me suis posé la question aussi, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment? Bah justement, je pense que on aurait pu avoir, et ça c'est peut-être difficile à imposer en tant que réalisateur quand on arrive, mais peut-être avoir une phase où on se dit, on lance pas de nouveaux projets, mais on nettoie, on simplifie, on modélise le business actuel, et après, on modifie, on ajoute, peut-être ça aurait été pas mal. Voilà. Ok, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point aussi. D'ailleurs, sur un autre réalisateur qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, je suis sans cesse en train de lui dire Ouais, faire ça. d'avoir moins de projets. En fait, Ouais. il me donne trop. Et c'est. Alors,
le profil de réalisateur, c'est un profil de bosseur. Et donc, il peut avoir tendance à vouloir, comment je vais dire, prouver sa valeur en accumulant les projets. Et pour peu que toi, tu sois un visionnaire qui a une idée toutes les 30 secondes, ça rentre en résonance. C'est-à-dire qu'il y en a un, il propose des idées, et l'autre, il dit ouais, nouveau projet. Et ça finit mal. Donc vraiment, en tant que visionnaire, la réponse à ça, c'est non, vous venez d'arriver, pas de nouveaux projets, ou des projets ou 2 projets, 3 projets. D'ailleurs, on a dimensionné le business de poche, et on a le droit de mettre que quelques projets dans le business de poche. C'est pas pour rien, c'est limité. Les autres projets, ils vont dans un réservoir à projets. Ça vraiment, c'est un truc à faire, parce que c'est ce que je dis. Ce qui se passe quand le visionnaire, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui réalise ses projets à sa place, quelque part, bah, du coup, il a encore plus d'idées, et du coup, il veut rajouter des projets. Et comme l'autre, c'est plutôt quelqu'un qui travaille beaucoup et qui n'a pas compris qu'il pouvait dire non au début, ça va cracher, ça c'est sûr. Donc, tout à fait en phase avec ce que tu dis. Alors, moi, j'ai fait le même exercice, évidemment. Alors, les difficultés. Moi, le premier truc que j'ai ressenti de négatif, puisqu'il faut quand même, j'ai eu plein de trucs positifs, mais un truc, c'est en fait, au début, t'as voulu m'inclure dans les processus. C'est-à-dire que t'as voulu me mettre dans le logiciel qu'on utilise pour les suivis de machin. Et moi, du coup, j'ai essayé. Je me suis dit, tiens, oui, machin. Et en fait, ça me convient pas du tout. C'est-à-dire que en fait, dès que je vois le processus, j'ai envie de le changer. Quand je vois l'outil, je dis mais il est pas bien. Enfin bref, ça a pas collé. Et donc je pense que ça c'est une première erreur un petit peu qu'on a eu au début. Et bizarrement, ça m'est pas arrivé dans mes autres activités. Je pense que parce que ici on est sur une activité un peu techno, enfin en tout cas en remote, on a besoin d'outils et du coup je m'en suis pas méfié. Donc attention à pas intégrer le visionnaire dans tous les process, je savais tout, fallait que je clique plein de trucs, tout ça. Bon, ça m'a pas plu. On s'est assez vite réajusté là-dessus, heureusement. Je pense aussi que je me suis pas rendu compte tout de suite que tu te mettais très très fort la pression sur les résultats. Et du coup, j'ai trouvé qu'on travaillait trop. En tout cas, moi, j'avais l'impression de trop travailler, puis je me rendais compte que je travaillais trop aussi, et surtout trop vite. Et du coup, ça m'embêtait parce que je me disais, nos mails, ils sont plus beaux comme avant, les pages de vente. Je me suis dit, on est en train de bâcler le truc, c'est pas ce que je voulais. Et en même temps, je me disais, mais zut, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas entre nous, puisque j'ai un bras droit, mais on travaille plus vite. Et donc ça, c'est juste, ça correspond exactement à la leçon que tu as tirée juste avant. C'est qu'on aurait dû commencer par simplifier, et ça aurait pu être le seul projet au début. Mais là, je parle pour l'outil de majeur, c'est pas forcément le cas dans d'autres boîtes. On a eu aussi, ça n'a pas été une grosse difficulté, mais je trouve qu'on a un petit peu perdu du temps là-dessus, sur est-ce que je dois lâcher telle chose ou telle chose. Il y a eu par exemple la rédaction des mails quotidiens, on s'est dit comment on fait. On a mis un peu de temps pour trouver la solution, mais ça, à la limite, je regrette pas parce que je trouve que la solution qu'on a trouvée est plutôt très bonne. Évidemment, au début, je me suis dit, zut, le chiffre d'affaires, il double plus. Est-ce que c'est à cause de notre collaboration? Je pense que c'est aussi à cause de... Voilà, on a atteint une taille un peu, qui est une taille critique classique dans le métier qu'on fait, parce que justement, moi, le fait que tu sois là, ça m'a permis d'un petit peu nouer des relations avec d'autres personnes dans le même domaine. Et en fait, il y a une espèce de taille critique. Et puis, un ralentissement du marché aussi. Donc voilà, fallait pas trop s'affoler avec ça. Et oui, puis il y a un autre truc, c'est que moi, je me suis pas j'ai pas bien eu la perception de à quel point ça m'a soulagé d'avoir un bras droit. Parce que en même temps que tu es devenu bras droit, j'ai racheté 2 entreprises. Donc en fait, voilà, moi, je suis une personne unique qui se partage sur différentes sociétés. Donc moi, ma charge de travail, ça, je l'ai pas vu diminuer, mais en même temps, j'ai presque doublé le nombre de sociétés. Donc
Et aujourd'hui, maintenant que ça commence à se régulariser sur les autres sociétés, je me rends compte à quel point je suis libéré du quotidien. Et ça, c'est un énorme, énorme bonheur. Donc, ça fait la transition avec mes réussites. La première chose que je dirais, c'est que ça m'a juste permis, ce qui est énorme, de me consacrer sans aucun dégât sur les rachats de 2 autres entreprises. D'ailleurs, je précise que sur une de ces entreprises, j'ai immédiatement mis un bras droit tout de suite, et ça a fait une énorme différence avec les autres rachats que j'avais faits. Je ressens de plus en plus cette énorme satisfaction que je recherche en management, qui est d'être bluffé par ce que produit l'équipe. Voilà, il y a un moment dans ta vie, je pense, d'entrepreneur, tu es bluffé par ce que tu fais, tu te dis, ouais, je suis le plus fort, je suis machin, j'ai remporté tel machin, etc. Et c'est très excitant et c'est super. Et en fait, tu ne perds jamais ce truc. Mais un peu avec la maturité, encore mieux, c'est quand c'est pas toi qui le fais. Enfin, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et quand on a fait ça, waouh. J'ai trouvé aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui se voit pas dans les chiffres, mais qui me paraît vraiment intéressant pour l'outil du manager. Et je pense que si on l'avait pas fait, on aurait peut-être eu des reculs dans nos chiffres. C'est que on progresse sur ce qu'on appelle le branding. Alors, ça veut pas dire qu'on a lancé un nouveau logo ou quoi, mais je pense que nos documents dans les formations, ils sont vachement plus sexy. Les pages de vente, elles sont quand même un peu plus jolies que mes espèces de gribouillis, etc. Je veux pas non plus perdre cette spontanéité, mais je pense que voilà, il y avait nécessité qu'on soit un peu plus pro qu'avant là-dessus, et c'est le cas. Et puis, le plus important pour moi, c'est, en dehors du chiffre qui commence à se redévelopper, ce qui est vraiment très très bien, c'est que et surtout le chiffre web, c'est-à-dire le chiffre des gens qui, comme vous, acheter nos produits en direct, puisque nous, notre but, c'est d'aider des personnes, pas forcément des entreprises, mais en tout cas des personnes. Mais aussi, j'ai retrouvé vraiment tout l'enthousiasme que je commençais à perdre. Et ça, je l'ai retrouvé. J'ai plein d'idées nouvelles qui viennent, et surtout, j'ai le moyen de les concrétiser. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de formation. Là, on a des collaborations, formation avec d'autres personnes qui vont vraiment enrichir ce qu'on propose. On a aussi cette formation qu'on est en train de sortir, qui pour moi est vraiment une formation. On en a une autre qui va arriver sur la culture d'entreprise. Enfin bref, tout ça, c'est vraiment, vraiment agréable. J'ai l'impression qu'on revient un petit peu, je reviens au début où en fait tout est, voilà, je sortais des produits, etc., etc. Et à nouveau, je peux faire ça et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc, les leçons maintenant que j'en ai tirées. Ah oui. En fait, c'est un peu les mêmes, je pense, que les tiennes. Alors, j'ai peut-être été influencé, mais pas que. En tout cas, c'est plutôt bien qu'on tire les mêmes leçons. Oui, c'est logique. Je pense que vraiment, au début de la collaboration, il ne faut pas tout de suite vouloir ajouter des activités. Et surtout, j'aurais dit, il ne faut pas compliquer l'entreprise. Tu l'as dit encore mieux, il faut même la simplifier. Il faut simplifier, et ça, ce n'est pas naturel pour les deux profils. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est le visionnaire, il a embauché quelqu'un, donc il veut qu'on fasse du plus, des choses en plus. Et les profils de réalisateurs, c'est pas des gens qui ont forcément cette idée de la simplification. Parce que c'est des gros bosseurs, parce qu'ils sont de détails, etc. Et c'est vraiment le rôle du visionnaire de dire, non, ma boîte, elle doit rester simple. Elle doit pas se complexifier. Arrêtez d'ajouter des trucs, n'ajoutez que les choses qui donnent vraiment de la valeur ajoutée, que le client est prêt à payer, etc. Éliminez le reste. Il faut vraiment avoir cette culture de éliminer ce qui nous empêche, en fait, plutôt que d'ajouter des choses. Oui, complètement. En plus, l'autre leçon, peut-être, c'est plus une leçon de perception, c'est que les plus gros changements, ils sont pas forcément visibles dans les indicateurs classiques, c'est-à-dire les chiffres d'affaires, les rentabilités, etc. Mais ils vont se situer ailleurs. Ils vont se situer à plusieurs niveaux. Première chose, la rapidité à laquelle on avance. Moi, je sais que sur une de mes autres boîtes, j'ai pris un réalisateur alors que j'en avais pas vraiment besoin, ça se passait bien, etc. Sauf que je voyais que les projets mettaient beaucoup plus de temps qu'avant à émerger. La rentabilité était bonne, tout ça.
Bon, j'ai pris un réalisateur parce que je veux pas que les projets stagnent. Donc, première chose, rapidité des projets. Deuxième chose, qualité du travail. Si vous avez une augmentation du service ou du look de ce que vous faites, etc., ça se chiffre pas, c'est de la qualité. Augmentation de la valeur de l'entreprise à terme, on en a un petit peu parlé au début, et augmentation de la sérénité du dirigeant. Bon, la vitesse de projet, ça peut se mesurer. La qualité du travail, c'est déjà plus difficile. La valeur à terme de l'entreprise, c'est dur à mesurer, on le ressent, on peut argumenter, mais c'est pas des chiffres. Et la sérénité du dirigeant, ça se mesure pas, quoi. Mais c'est vraiment les trucs sur lesquels il faut se focaliser au début. Et puis, bon, évidemment, le dernier point qui va avec la sérénité du dirigeant, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même vachement agréable de ne plus sentir quasiment aucune urgence. C'est-à-dire que tu me dis, bah tiens, on est beaucoup plus qu'avant dans l'anticipation. Je suis plus autant pressurisé pour sortir un produit parce qu'il fait sortir, parce que tu as déjà le planning, tu me dis, tiens, il faut que tu fasses telle chose. Et je pense que toute l'équipe, elle a beaucoup gagné avec ça en sérénité, et que c'est très agréable, sans perdre son enthousiasme. Donc voilà les leçons que j'en ai tirées. Alors, je voulais rebondir sur une chose quand tu as dit j'ai pas vraiment senti la libération que ça a pu faire puisque j'ai acheté d'autres entreprises. Ça fait partie des choses qui m'ont mis énormément la pression, puisqu'en fait, moi, mon indicateur, c'était je te demandais régulièrement, est-ce que tu te sens un peu plus libéré au quotidien? Est-ce que tu as moins de stress et tout ça? Et tu me disais, bah franchement, non. Et je me souviens que ça, vraiment, c'est un truc qui me mettait la pression, parce que je me disais, c'est quand même pas normal, quoi. Je prends de plus en plus de trucs. Et ça, c'est un truc qui m'a mis la pression avant de comprendre ça, en fait. Ouais, parce que toi, t'avais pas la vision sur les autres boîtes et bon, on a eu quelques trucs compliqués. Et moi, mais même moi, j'avais pas fait vraiment cette analyse. Moi, tu me poses une question, je réponds franchement. Oui. Voilà. Ouais. Peut-être que pour conclure, on peut un peu dire à quoi ressemble notre quotidien, et puis voilà, ça sera déjà. Ça fait juste 1h30, je crois qu'on parle, donc c'est pas mal. Ouais. Alors ton quotidien, parce que moi je ne connais pas ton quotidien. Bah non, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, tu le connais pas d'ailleurs, et ça fait partie de la liberté que j'ai. C'est que je l'organise comme je le veux, même si je te tiens au courant quand même des choses, mais le détail du quotidien, tu t'en fiches en fait. Tu vois, tu disais, toi, t'as plus d'urgence. Et donc, il y en a moins dans l'entreprise. Alors, c'est vrai, mais moi, j'ai quand même encore des urgences, du coup. C'est quand même moi qui récupère certaines urgences. Donc ça, il y en a. Tu parlais, par exemple, du problème logiciel qu'on a eu. Bah, c'est tombé un week-end. Donc ça, c'est forcément, et je le dis pour ceux qui aspirent à être bras droit, c'est quand même important, parce qu'on récupère cette urgence-là quand même. Hein. Donc voilà. Après, il y a une présence quotidienne. Alors, même si je m'organise comme je veux, dans les faits, il y a quand même une synchronisation qui est nécessaire avec l'équipe, avec les clients, etc. Ce qui est moins vrai, je pense, aujourd'hui pour toi, où toi, tu peux avoir une désynchronisation quand même plus facilement. Carrément. Voilà. Après, au niveau, moi, vraiment de mon quotidien, c'est l'organisation du planning, justement, décider, même si on s'ajuste ensemble, et puis faire en sorte que les projets avancent. Organiser les projets, coordonner les gens, faire en sorte que ça avance. Donc, gérer aussi tout ce qui est interaction. Je pense que toi, t'en as plus tant que ça. Moi, je vais avoir toutes les réunions internes et toutes les réunions avec les prestataires, même lorsqu'on parle de stratégie. D'ailleurs, ça peut être aussi intéressant à savoir pour ceux qui écoutent. Tu me confies quand même au niveau stratégique, en fait, on a des points de des points où vraiment on valide des choses et où les décisions se prennent, mais finalement tout ce qui permet d'en arriver là, il y a plein de choses que je gère seule. Et ça, c'est d'ailleurs un point important que j'aurais pu dire sur le départ, c'est-à-dire que des fois je me disais mais il me confie ça, mais en fait moi je suis pas encore prête. Mais finalement en fait il y a tellement toujours ces points, ces jalons en fait, qui font que je sais qu'avec une simple question en 1 à 1, en fait, tu vas verrouiller. Et ça, c'est très sécurisant, et pour toi et pour moi, je pense d'ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment ce point-là.
Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Je crée et j'optimise les processus. Hein, c'est quand même une part de l'activité. Voilà. Et comme je disais, je participe à l'élaboration de la stratégie. C'est des choses où j'ai vraiment un rôle. Et puis, je rajouterais aussi le respect du budget, c'est-à-dire que j'ai quand même une vue là-dessus sur qu'est-ce qu'on dépense et qu'est-ce qu'on arrive à produire avec ce qu'on dépense. Et donc, ce souci-là d'avoir une certaine enveloppe en fait pour faire les choses et que ça soit rentable. Voilà. Et puis, le souci de faire d'amélioration continue. Je pense qu'il y a vraiment ça dans mon travail au quotidien. Voilà, que chaque jour soit meilleur que la veille quand même. Voilà, moi je dirais ça. Et toi, ton quotidien, du coup, a quand même un peu changé. Justement, en fait, je peux parler de mon planning parce qu'en réalité, l'énorme changement, c'est que justement, j'ai pu, entre guillemets, un quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'on travaille ensemble, je ne regarde plus l'activité outil du manager au quotidien, au fur et à mesure, etc. Ce que je faisais avant, parce que j'étais en prise directe. En fait, aujourd'hui, me suis mis, en fait, comment je travaille, je me suis mis des créneaux de temps, certains qui correspondent à celui de visionnaire et certains qui correspondent à celui de contributeur, de producteur, puisque j'ai quand même gardé une partie de production. En temps réel passé, en gros, j'ai un peu regardé mon agenda avant qu'on regarde, parce que je note ce que je fais, je note ce que je prévois et je note ce que je fais. Mon job, quand même, c'est incroyable, mais désormais, c'est entre 10 et 13 heures par semaine. Et encore, je compte assez large, donc c'est quand même pas énorme. Même si il y a une partie, de toute façon, je serais pas capable de faire plus, c'est la partie création, privée, article, animation, parce qu'en fait, tu peux pas faire des heures de ça sans que ça devienne un petit peu pourri ce que tu fais. Il faut vraiment, ça prend beaucoup d'influx et puis surtout, il faut lire à côté, enfin, il faut se documenter, sinon ça, voilà. Donc ça, je le compte pas en temps effectif de travail parce que pour moi, c'est pas du travail. Et donc, en gros, si vraiment on regarde ma semaine, le mercredi, je suis dans ma fonction de visionnaire, c'est-à-dire que c'est le mercredi que je vais avoir mon rituel avec toi et de temps en temps, donc ça c'est toutes les semaines, de temps en temps un point par mois et de temps en temps, je crois qu'on l'a mis tous les 2 mois, tous les 3 mois, un point management de vitalité, c'est-à-dire avec toute l'équipe pour que les personnes me voient, comme tu disais, c'est important, etc. Donc voilà, donc ça me prend très très peu de temps en réalité. Alors que c'est hyper important, c'est du temps très très important, c'est ce qui fait la jonction entre nous deux. Donc si on fait pas ça, ça va pas bien marcher. Je fais de temps en temps un enregistrement de podcast le mercredi. Ça peut bouger parce que quelquefois c'est avec on interviewe des gens et ils sont pas disponibles, mais voilà. En gros, management plus podcast. Oui, et les lives, ok. J'ai inclus les lives aussi là-dedans. Ça va prendre entre 4 et 5 heures. Et en fait, c'est pas chaque semaine. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un... Et puis après, alors, faut savoir que moi, j'ai un rythme particulier depuis un moment parce que les week-ends, ma compagne travaille puisqu'on a racheté un restaurant et que c'est elle qui anime le restaurant. Et donc, elle travaille le samedi et le dimanche. Donc, pour quand même qu'on puisse passer au moins 2 jours ensemble par semaine, moi, je ne travaille plus le lundi et le mardi, donc je travaille le samedi et le dimanche. Mais en réalité, si on parle de création, de formation, mail privé, article, animation, toute ma partie contribution, dans cette période de 2 jours, ça me prend entre 6 et 8 heures. Voilà, donc globalement, c'est ça, on est à 10-13 heures par semaine. Ce qui est, alors je suis pas remonté, mais ce qui est, moi avant, quand on me demandait mais combien de temps tu passes sur chacune de tes sociétés, je disais qu'outil du manager, c'était quand même 3 jours. Et quand je disais 3 jours, c'était vraiment 3 jours, c'est-à-dire 3 fois 8 heures, quoi. Donc je pense que, tu vois, j'ai divisé par 2. Et si je ne faisais pas la partie contribution, production, que j'ai choisi de garder, ce serait, je dis, c'est 10% de mon temps. Je veux dire vraiment le rôle de visionnaire pur, mais il faut bien le faire, il faut avoir le bon système. C'est 10% de notre temps. C'est ce qui permet d'être visionnaire sur plusieurs entreprises, etc., etc.
dans le rôle, je dirais, interne de l'entreprise. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un visionnaire, il a aussi un temps très déstructuré qui est ses centres d'intérêt, lire, etc. Se cultiver sur le domaine dans lequel est l'entreprise. Bon, c'est pas possible de valoriser combien de temps ça prend. Quand je dis en prenant la formation et en mettant en place un bras droit, vous allez récupérer 90% de votre temps. Je dis que sur ces 90%, vous allez être totalement libre de votre emploi du temps. Totalement. Désynchronisé, sans obligation, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler. Ça veut dire que vous allez travailler d'une autre manière. Et moi, je pense que c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est cette désynchronisation totale avec notre société. Sans perdre le contact, sans perdre la direction, en étant capable de prendre des décisions, en étant informé, etc. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de rigueur en fait dans les rituels. C'est vrai que c'est hyper important. Et d'ailleurs, on peut parler de cet exemple-là comme anecdote, le fait que tu te sois mis, parce que c'était pas le cas au tout début quand je suis arrivée, mais le fait que tu te sois mis à travailler les samedis et dimanches, ça a nécessité un ajustement au niveau de notre rôle en fait, parce que en tant que contributeur, tu pouvais du coup avoir des mails ou interpeller des membres de l'équipe. Parce que toi, tu fournissais ton travail. Et finalement, ça a été nécessaire à un moment donné de dire, il faut vraiment qu'on organise autrement, que ça passe par moi, pour que le reste de l'équipe, en fait, ne soit pas impacté de ce rythme-là et qu'on arrive à garder un rythme. Donc ça, c'est un exemple d'ajustement très concret qu'on a eu à faire. Ouais, exact. Je me souvenais pas de cette péripétie où tout d'un coup, en fait, en gros, toi, tu les interpellais la semaine et moi, j'ai interpellé le week-end, ce qui était quand même pas idéal. On disait la semaine, on disait voilà, donc lundi ça se passe comme ça, on fait comme ci comme ça. Et puis si le week-end tu reçois un mail en disant en fait si on faisait plutôt ça, c'est compliqué, c'est compliqué à gérer. Tout en l'air, c'est clair. Voilà. Non, mais c'est pour dire, c'est ultra important. Et c'est pour ça qu'on insiste vraiment beaucoup sur ce truc-là dans la formation, c'est réajustement perpétuel sur la manière de collaborer ensemble. Nous, on donne les bases, on donne les principes, on donne les règles et les lois, etc. Mais il faut régulièrement que l'un ou l'autre puisse dire mais on est en train de plus suivre ce principe-là » ou mais on est en train de plus faire de tout ce qu'on avait mis dans le business de poche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on a changé de stratégie ou est-ce qu'on a juste dérivé, etc. C'est vraiment important. Moi, je peux dire pour le bras droit, en fait, c'est ce qui est important et là où il faut lutter contre sa nature, en fait, c'est de s'imposer, en fait. Ça, c'est vraiment important. De pouvoir s'imposer parce qu'en fait, si on a été choisi comme bras droit, c'est pour faire ce boulot-là. Donc, en fait, si on le fait pas, on fait pas notre mission. Donc, c'est vraiment important et ça demande, c'est presque un peu artificiel, en fait, à mettre en place. Mais il faut le faire sciemment, en fait. Mais de toute façon, le management, c'est un peu artificiel. La vie en entreprise, artificielle par rapport à la vie de tous les jours. Ça je le dis souvent. Mais voilà, quand vous êtes dans une boîte, vous n'êtes pas dans votre famille, vous êtes dans un autre rôle. Et donc, y compris à ce niveau-là, au niveau de la direction d'une entreprise. Comme tu disais, un duo mari et femme, c'est peut-être plus facile parce que du coup, on peut s'ajuster. Mais en fait, non, c'est presque pire parce que justement, c'est difficile de créer une relation artificielle avec quelqu'un avec qui tu partages ta vie. C'est pas forcément plus simple, en fait. Il y a plus de disponibilité, mais c'est plus difficile de ritualiser. Je suis complètement d'accord. Je pense que si le binôme que vous voulez mettre en place, c'est un binôme mari et femme, faut encore plus avoir une charte de communication, un business de poche. Faut encore plus structurer que des gens chez qui ça va être uniquement professionnel, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, super. J'étais ravi. Bon, ça nous a permis de faire un point. Exactement. On va pas faire tous nos 1-1 et tous nos points en public, on vous rassure, parce que voilà, on a notre vie aussi à nous chez Outils du Manager, mais je trouve que c'est intéressant. Ce serait intéressant d'ailleurs dans d'autres podcasts de recevoir des binômes qui réussissent. Ce serait rigolo de faire ça. J'y avais jamais pensé. Si vous êtes chef d'entreprise ou manager et que ça vous intéresse, n'hésitez pas, on vous met un lien en descriptif. On a plusieurs choses à proposer, mais en ce moment surtout,
on a le lancement de la formation bras droit gagnant, en fait, qui est une double formation. En fait, il y a un volet pour le dirigeant et un volet pour le réalisateur, pour le bras droit. Et vous pouvez, si vous êtes réalisateur, si vous êtes dirigeant, vous pouvez prendre la formation et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tout de suite votre bras droit. On l'inscrira plus tard à la formation bras droit. Enfin, on vous met un lien en descriptif, vous verrez, il y a une communauté, il y a un support qu'on vous propose, il y a un accès à des managers si jamais ils sont pas chez vous, si vous voulez faire autrement qu'avec un recrutement classique, etc. Et puis, évidemment, on a toujours nos deux communautés qui sont vachement actives. On a le Ciel, donc le cercle indépendant des entrepreneurs libérés, où on est des dirigeants qui croyons aux mêmes valeurs, c'est-à-dire la libération de l'entreprise par la libération de son dirigeant. C'est-à-dire que si vous vous rendez moins indispensable à votre boîte, vous allez voir, elle va se développer. Mais il faut des outils, il faut des méthodes pour faire ça. Et puis, on a aussi la communauté des managers. Et notre but, c'est que vous deveniez des meilleurs managers, c'est-à-dire des intrapreneurs, c'est-à-dire des gens qui font preuve de proactivité dans leur boîte, etc. Je pense que c'est la meilleure manière d'avoir une carrière intéressante à tous les niveaux. Voilà. Est-ce que ma conclusion était bien ? Je pense, moi j'ai envie d'encourager vraiment avec cette double casquette d'avoir été dirigeante et bras droit, j'ai vraiment envie d'encourager les dirigeants à tester et à tester quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça n'empêche pas qu'il faut que l'entreprise soit rentable, etc. évidemment, mais vraiment faut tester parce que c'est vraiment une libération en soi en fait. C'est une autre façon de penser le business et ça permet vraiment aux dirigeants, je pense, d'exprimer pleinement ce qu'il a exprimé d'aller aussi loin qu'il peut et de la même façon pour le bras droit. Donc voilà, moi j'encourage vraiment à essayer. Il faut essayer pour voir si ça marche ou pas pour soi, mais il faut le tenter, je pense. Ça marche. Donc, c'est à vous de jouer, en résumé. Exactement. Ouais, ok. Bon, si vous voulez aller plus loin, donc on met des liens en descriptif et puis on se retrouve de l'autre côté, soit via les mails privés ou soit dans les communautés. À bientôt. Très bonne semaine. Bientôt. Au revoir.